Salut, ici Joe Grant et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leurs barres Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué. PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 30. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joe Grant, un coureur franco-américain bien connu dans la communauté trail internationale, un gars qui vit au Colorado, qui accomplit beaucoup de choses, des courses autant organisées que des aventures. Puis je pense que ça va être très intéressant de jaser de tout ça. Mais d'abord, salut Joe, merci d'être là. Salut, bonsoir Yannick. Et merci de m'avoir sur Pas sorti du bois. Ben écoute, merci à toi de te prêter au jeu. Dès que j'ai lancé le balado, j'ai eu cette volonté-là de demeurer en français. Donc, même si je pourrais recevoir des invités anglophones et tout, je pense que ce n'est pas mon créneau. On est au Québec, je fais du contenu pour les Québécois, pour les francophones, les Français. Puis tout de suite, j'ai eu en tête de me dire, ben, je ne peux pas recevoir d'invités américains, je ne peux pas recevoir les coureurs anglophones, puis c'est correct, mais Joe Grant, je sais qu'il parle français, tu es un franco-américain, fait que tu étais en haut de ma liste. J'ai dit, il faut qu'un jour je réussisse à recevoir Joe, puis ça se passe ici à l'épisode 30, donc je suis très content de te recevoir, puis je pense qu'on va avoir bien du plaisir à jaser autour d'une bière. Est-ce que tu as une bière avec toi? J'ai une bière, oui. J'ai une Euphoria Pale Ale de Ska Brewing, qui est une brasserie de Durango ici. Donc, j'habite dans le sud-ouest du Colorado. Donc, c'est une brasserie locale qui font bien les choses. Cool, on boit local. Moi, de mon côté, c'est une rousse poivrée de la microbrasserie Ruisseau Noir, à Terrebonne. Donc, cheers à toi. Super, santé. Donc, tu le disais, tu es au Colorado. Tu es un coureur, tu es un grimpeur, tu es un aventurier, cycliste. J'oserais même dire un artiste du sport, un artiste de la course parce que tu fais de la photo, tu écris. Je sens vraiment que tu as une approche artistique aussi du sport, de ta manière d'approcher la course à pied, la philosophie derrière ça. Est-ce que je me trompe de cette approche artistique? Non, c'est vrai, j'aime bien le côté, je dirais, multidimensionnel d'utiliser différents outils pour avoir des différentes expériences. Et donc, le niveau le plus simple, c'est la course à pied, parce que c'est vraiment c'est notre corps, c'est notre pied qui est l'outil qu'on utilise. Mais après, j'ai d'autres intérêts aussi avec par exemple, le VTT ou le snowboard ou le ski, l'escalade et tous ces sports, en fait, c'est plus une manière de créer des expériences en nature et d'avoir, je dirais, différents feedbacks qui sont, en fait, tout s'aide en fait. Je sais pas comment dire exactement, mais c'est que chaque activité a une sorte d'influence sur l'autre qui permet d'avoir une vision un peu plus profonde de l'activité qu'on fait. Donc le côté artistique, c'est de faire un peu ressortir tout ça. Ça m'inspire différentes choses en fonction de la manière dont je pratique dans la nature. Ah, c'est intéressant. Puis, il y a un auteur québécois, un acteur québécois qui a écrit un livre sur la course en sentier qui a été une révélation pour moi quand j'ai commencé à me mettre à la course en sentier, qui s'appelle Patrice Godin, que j'ai reçu à l'épisode 7. Un gars qui a fait l'UTMB, il a fait plusieurs longues courses, mais c'est un auteur. Puis, dans son livre, qui pour moi avait été une révélation à l'époque, il citait 3 coureurs
Donc, moi, j'étais à mon tout début. Je commençais à courir en sentier après avoir délaissé l'asphalte. Puis, il citait Kylian, il citait Anton et il citait toi. Donc, vous êtes comme été les 3 premiers que je me suis mis à suivre sur les médias sociaux quand j'ai découvert ce monde qui est le trail. Puis, il y a quelque chose de vraiment fascinant. Puis, je le dis ici, Patrice Godin, dans son livre, dit Joe Grant, c'est mon préféré. Parce qu'il y a cette approche artistique-là derrière la pratique de la course. Puis, comme je t'ai dit, tu étais un des premiers qui m'a exposé à ce qui est l'ultra-trail. Puis, rapidement, en te découvrant, on découvre, oui, les fils d'arrivée, les dossards, les courses grandioses que tu as remportées ou les courses grandioses auxquelles tu as participé. On parle quand même de 5 tentatives à la Hard Rock, 2 podiums à la Hard Rock, UTMB, Western State, un parcours extrêmement impressionnant. Mais au-delà des lignes d'arrivée, au-delà des performances, il y a toute cette approche-là, puis cette philosophie de la montagne, puis cette approche très puriste du sport, je pense, qui est très inspirante, puis encore aujourd'hui, qui inspire les gens. Donc, je te le dis, je commence en te lançant des fleurs, puis après ça, on continuera à jaser. Mais je pense que ça plaît aux gens, cette approche-là, qui sort de « voici mon commanditaire, voici ma ligne d'arrivée, voici mon record, voici mon FKT », mais très « voici ce que j'ai vu pendant ma course », puis cette communion-là avec la nature et la montagne. Merci, hein, merci beaucoup. Non, je dirais que ouais, c'est pour moi la course, c'est une curiosité. Enfin, c'est quelque chose de le côté performance est super intéressant. Enfin, il y a un côté le côté de la discipline, de se préparer pour une course, de se mettre des objectifs. Tout ce procédé de préparation, c'est le corps se transforme. Il y a tout un côté mental et donc c'est hyper intéressant et je trouve très riche. Et c'est la manière un peu dont j'ai découvert, je dirais, le côté plus professionnel de la course. C'est par justement les courses et les compétitions. Et ça a été une période super intéressante. Et pour moi, le contexte était, et je dirais, juste assez pour… c'est assez safe hein, parce que c'est un contexte course, bon, tu es en montagne et il y a quand même des choses à faire, enfin des précautions à prendre et tout ça. Mais comparé à des aventures plus en solo où faut s'autogérer, être en autosuffisance, tout ça, il y a toujours une sorte de pas de frein, mais l'expérience est un peu différente parce qu'on sait que il faut s'occuper de soi un peu pour pas si on se casse une cheville, un truc comme ça, c'est à nous de nous sortir de la montagne. Enfin, donc ça c'est une différente expérience et c'est enrichissant d'une manière qui est super. Mais la course, le contexte est plus sécurisé et donc il y a plus ce côté physique et il y a le côté d'être dans un groupe, il y a l'énergie de groupe, il y a la communauté, il y a tout ce côté-là qui est hyper intéressant aussi. Donc je dirais que pour moi, j'ai toujours voulu avoir des expériences diverses et pas me limiter d'un côté ou d'un autre. Donc c'est un peu pour ça que je dirais que j'aime bien avoir de la diversité d'expériences pour pouvoir pas que la course devienne pas une seule chose, que ce soit pas si linéaire, parce qu'il y a souvent ce problème surtout dans le côté compétition d'être très calé sur je me lève, je fais mon entraînement, je mange bien, je dors bien, je vais à la course, je performe pas, et il y a un peu c'est un peu le tunnel, et il y a quelque chose de bien avec ça, hein, le côté discipline qui est intéressant, mais ça peut enlever en fait la possibilité d'avoir d'autres expériences. Et c'est ça que, pour moi, je suis pas venu à la course à pied pour faire de la compétition. À la base, mon intérêt c'était un peu utilitaire, donc transport à pied, parce que c'était facile quand je suis venu aux États-Unis pour la première fois. Je me suis rendu compte que si je faisais le tour des villes en courant, ça allait plus vite et que je pouvais voir plus de choses. Et donc, je suis vraiment venu à la course de manière un peu utilitaire comme ça. Et ensuite, j'ai découvert d'ailleurs au Québec,
donc au Mont-Tremblant. Et donc, c'était cette période entre le bac, je venais d'avoir mon bac, et avant d'aller à l'université, j'ai pris une année sabbatique et je suis venu aux États-Unis. Et j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. Et à la fin de mon séjour, j'ai fait une sorte de mois et demi de road trip sur la côte est des US en stop et en Greyhound et tout ça. Et un des billets, enfin, j'ai acheté un billet Greyhound qui était pour un mois, illimité, et tu pouvais aller en fait au Canada sur le même billet et tant que tu reviennes en fait aux US après. Donc, je pouvais pas aller. Donc, je suis allé à Montréal et après, il fallait que je revienne par Buffalo. Je pouvais pas aller à Toronto OK. ou quoi que ce soit. Donc, je suis allé à Montréal et à Montréal, il y avait, j'étais à une auberge de jeunesse et ils avaient une petite promo en fait pour une nuit gratuite au Mont-Tremblant dans l'auberge partenaire, un truc comme ça. OK. Et donc, je dis, ah, c'est cool, je vais aller voir Mont-Tremblant. Et donc, je connaissais pas du tout, c'était ma première fois au Canada et donc c'était vraiment cool. Et donc, j'arrive là-bas et je suis dans cette optique utilitaire, tu vois, je cours pour aller voir les sites et tout ça en ville. Donc, pour moi, on va aller courir pour aller au haut du Mont-Tremblant. Et donc, c'est comme ça, je suis parti, j'ai fait la montée. Et quand je suis arrivé à le petit observatoire 360 en haut, j'avais une canette de thon. OK. C'était mon trail food, tu vois. Je savais pas du tout ce que je faisais. On est loin Ouais, des donc, gels et de tous les barres de performance qu'il y a aujourd'hui. ouais, complètement, tu vois. Donc, je dis, bon, il faut que je mange quelque chose, je pense. Je sais pas, enfin, j'ai jamais fait ça avant. Donc, je pars avec ma canette de thon et j'ai mangé ça, en haut. Et en fait, c'est la descente après qui m'a vraiment donné le truc, quoi. Enfin, tu vois, le feeling de descendre à fond, il n'y a pas de Strava, il n'y a pas de montre, il y a rien, quoi. C'est juste l'expérience pure. Et c'est ça ah ouais, le trail, il y a quelque chose d'intéressant, là. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a interpellé en fait à ce moment-là. Bon, après c'est pas venu immédiatement, je me suis pas mis tu vois à courir tous les jours après ça directement, mais il y a une petite graine qui était plantée et ouais, je pense que c'est dans l'accélération, dans le feeling de jeu, d'être comme un enfant en fait, et ça c'est un sentiment qui est fort, quoi, c'est une sensation ouais, forte et que je recherche un peu comme je parlais avant avec les différents outils. C'est une petite permutation en fait de cette expérience de jeu, de flow, tu vois, d'être vraiment dans le moment et donc pour en venir au côté tu vois artistique, c'est là les inspirations. C'est de voir les choses, enfin la nature et d'être dans un effort physique qui permet d'avoir une sorte de attunement, de connexion qui est élevée et qui est vraiment momentanée. On est vraiment dans le moment et ça c'est quelque chose d'assez unique qu'on peut faire sans avoir l'effort physique, mais la course, pour moi, j'ai tout de suite trouvé c'était l'outil qui me permettait d'aller là. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment fascinant. Donc, j'ai ensuite, tu vois, continué dans la course de là, quoi. On le voit dans ton parcours que c'est resté ce désir-là de juste se déplacer rapidement dans les montagnes. Tu sais, on pourra parler peut-être de ton parcours de course organisée. Tu as eu comme plusieurs coureurs des grosses saisons avec beaucoup d'événements, beaucoup de voyages, je suppose. Puis depuis quelques années, on voit que c'est complètement l'opposé. Tu es vraiment plus dans les aventures en solo, les aventures qui ont quelque chose, qui ont un purpose, qui ont un but, un objectif, quelque chose qui semble plus loin que seulement de la performance. Puis
tout ce que tu te racontes là, des premiers sentiments que tu as vécus au Mont-Tremblant, puis ensuite dans cette liberté-là, ce minimalisme-là dans les montagnes, mais on le voit dans tes aventures. On peut on avance dans le temps, puis ton tour des 14ers, on peut en parler, c'est 57 sommets au Colorado que tu as monté. Ben, je sentais qu'il y avait cette volonté-là de simplement trouver la manière la plus efficiente et propulsée par ton corps, pas de voiture, pas de moto, juste vélo, course, hike, puis on monte les 57 sommets de plus de 14 000 pieds au Colorado. Est-ce que c'est toujours resté cette volonté-là de se déplacer rapidement dans les montagnes puis de pouvoir seulement compter sur toi, sur tes aptitudes physiques? Ouais, je dirais le Tour de Fortiner, c'était un retour aux sources pour moi. J'ai fait quasiment 10 ans, tu vois, de beaucoup de compétitions et j'ai eu énormément de chances de pouvoir voyager, de faire ces courses et honnêtement des expériences extraordinaires que j'ai, enfin, j'ai des souvenirs incroyables. Mais j'avais un sentiment, et c'est en parallèle en fait avec l'évolution aussi du trail. Et donc le trail à l'époque où j'ai commencé, c'était quand même plus roots et c'était plus dans l'esprit, tu vois, c'était plus petit quoi, c'est plus niche comme activité et c'était plus focalisé sur l'expérience, les courses que je faisais, c'était l'attrait, c'était l'endroit, la hard rock. Mon premier 100 miles, c'était l'UTMB parce que je voulais rentrer en France pour aller courir à l'UTMB et faire le tour du Mont Blanc, quoi. Donc il y avait ce côté pour moi, enfin, c'était l'endroit qui m'intéressait le plus. Mais après, bon, une fois que ça a commencé à se développer, que j'ai eu un petit peu plus de succès avec les courses, qu'il y a eu plus d'argent avec les sponsors, des choses, les choses se sont développées, le trail s'est développé. Il y a eu plus d'opportunités en fait de pouvoir voyager, de pouvoir gagner sa vie à courir. Et en fait, il y a un moment, donc c'était en 2016 pour moi, avant de faire le Tour de Fortiners, où j'avais j'appréciais vraiment les opportunités que j'avais, mais en même temps, au fond de moi, ça avait un sentiment un peu dénaturé que j'allais d'une course à une autre. J'allais dans un super endroit, Diagonale des Fous à La Réunion. Et bon, là, c'est un peu unique comme exemple parce que j'ai une expérience assez hyper cool là-bas. Mais mon sentiment, c'était que j'allais dans des endroits, je faisais la course, tu te reposes 5 jours avant, tu vois, pour être bien frais, pour faire la course. Donc, tu peux pas vraiment faire trop de choses dans l'endroit que tu visites. Et ensuite, tu fais la course, hop, tu finis et tu rentres, quoi. Et Une donc, routine qui s'installe. il y a une routine qui s'installe et donc, il y a des petits, je dirais, il y a eu des opportunités où j'ai pu rester plus longtemps, pouvoir avoir des expériences un peu plus approfondies, mais j'avais un petit peu un sentiment ouais, ça faisait trop de travail dans un sens hyper linéaire, quoi. Il y avait plus de, moi, tu vas, tu fais ta course, tu rentres et voilà. Et donc, pour moi, j'avais envie de revenir un peu aux sources et de trouver un projet qui était au Colorado, qui était de faire le tour du Colorado par ses sommets de 14 000 pieds et de faire ça en vélo et en courant et en partant de chez moi. Et sur une grande boucle pour rentrer à la maison. Et donc, le côté, c'était vraiment, j'ai pas besoin du contexte, si tu veux, commercial ou le contexte établi, enfin, business de la course pour avoir, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'avoir ces sentiments que j'avais ou ces feelings que j'avais au Mont-Tremblant. Tu vois, et il y a eu beaucoup de courses où ça s'est fait. Hein, où, par exemple, quand je suis allé en Alaska faire Iditarod, bon, c'était 5 jours en hiver avec le traîneau, tout ça. Enfin, c'est des expériences qui sont quand même
hyper riche pour moi et j'ai beaucoup appris sur moi et sur l'endroit où j'étais parce que tu y passes quand même pas mal de temps et de manière, enfin, tu es en contact avec la nature. Donc, il y a ce côté-là qui est assez unique. Mais il y a quand même un sentiment de, j'avais envie d'un petit peu d'autre chose, de regarder plus près de chez moi, de connaître un peu plus la montagne près de chez moi, plutôt que la montagne à 5000 miles de là, quoi, tu vois. Et donc, je suis parti sur ça, mais avec ce conditionnement aussi de compétition, parce que c'est ce que je fais. Donc, quand je parle à mes sponsors, c'est le langage qu'on utilise. Donc, de dire, je vais établir ce projet qui sera dans un contexte de FKT. Il y a un gars qui l'a fait avant moi, qui a l'inspiration du truc, bon, blablabla. Donc, tu vois, il y a une sorte c'est construit de manière, je suis parti en fait dans cette optique d'avoir une expérience libre, mais en même temps avec des contraintes que j'ai appris avec l'habitude de la compète et de faire ça pendant 10 ans et des attentes que peut-être mes sponsors avaient et tout ça. Ouais, donc tu vois, d'y rattacher quelque chose qui va plaire à tes sponsors. Ouais, mais en même temps, j'ai une remise en question de ça parce que je sais que je le fais pas pour ça, je le fais pas pour eux. Enfin, tu vois, il me fallait une sorte, pas d'excuse, mais tu vois, c'était un contexte de dire, je vais aller faire ça et ça va être dans un contexte record, machin. Et puis, quand je le ferai, j'aurai l'expérience que j'aurai. Ouais. Toi, tu sais que je suppose que si le record ne se présente pas parce que pour X raison, il y a un pépin, c'est une aventure qui t'a pris quoi, une trentaine de jours, c'est un long FKT, je suppose que tu y allais pour l'expérience d'abord. Donc, si à un moment, le record n'était plus en ta possession, n'était plus à ta portée, tu aurais continué parce que tu vis l'aventure que tu désires vivre, je suppose. C'est ça. Oui, carrément. Mais en même temps, il y a une influence quand même, tu vois, au départ, je pars et il y a une montagne dans le sud du Colorado qui est privée, Caldera, pas Caldera, qu'est-ce que je dis? Culebra Peak, qui est dans le sud-est du Colorado. Et c'est une montagne privée, donc il te faut un permis, une autorisation pour pouvoir grimper. Et donc, c'est à 400 miles de chez moi, donc 650 bornes. Et il y a 8 sommets avant d'arriver à Culebra. Et ces 8 sommets, ils sont, quand tu es en vélo, vaut mieux les faire là que après, quoi. Tu vois, parce que je veux pas refaire un bout de route en vélo pour voilà. Donc j'étais un peu tu vois, de faire ces 8 sommets de manière assez condensée parce que l'autorisation, je l'ai eu un peu dernière minute et donc voilà. Donc j'avais, je crois, 4 jours. Ouais, c'est ça, 4 jours pour arriver pour faire 650 bornes de vélo et 8 sommets. Et donc, je suis parti, tu vois, dans l'optique d'avoir une expérience open, mais direct, il y a une contrainte course qui fait que, non, il faut que je sois dans le sud dans 4 jours, quoi. Et donc, je pars à fond la caisse et forcément, le corps, tout, enfin, ça, c'était dur, quoi. Et c'était vraiment, j'ai pris très, très cher sur cette première partie, en fait, au niveau physique. Mais il y a un côté qui était intéressant aussi une fois que je me suis échauffé, entre guillemets, au bout de 2 jours, tu dors pas et tout, tu as un effet un peu inverse. Au lieu d'avoir moins d'énergie, ton corps, il s'adapte et il rebondit. Il dit, OK, c'est ce qu'on fait maintenant. On fait 100 miles de vélo par jour et on fait des sommets. OK. Et c'est assez intéressant de voir, en fait, que tout ce que j'avais fait avant au niveau compète et toute cette expérience en ultra, là, elle me servait de manière hyper concrète pour moi. Tu vois, de dire que,
ok, j'ai cette contrainte qui est enfin, elle est fixée par moi, hein, mais c'est quand même une contrainte. Mais j'ai les capacités physiques de pouvoir le faire, quoi. J'avais cet impératif, tu vois, cette contrainte d'arriver dans le sud, et donc je suis parti avec un état d'esprit compétitif. Et ce que je m'y suis rendu compte, c'est que bah en fait le corps il a bien réagi et j'avais en fait les capacités, si tu veux, physiques pour le faire. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que donc j'arrive dans le Culebra, je fais ce sommet-là, et ensuite je dis bah c'est bon quoi, maintenant je suis libre en fait de faire un peu ce que je veux. Et et ce qui est intéressant, c'est que j'étais tellement conditionné à avoir euh, ce côté performance que c'est difficile en fait de sortir en fait de cette perspective. Tu vois, parce que je fais le Culebra et là je dis bon bah maintenant je suis libre, mais en même temps j'ai ce renforcement, si tu veux, d'avoir les capacités pour le faire, tu vois. Donc, puisque bah, mon corps performe, bah, j'ai une sorte de feedback qui me dit, bah, tiens, c'est bien, continue. Et en fait, tu vois, la perspective, elle reste assez étroite, en fait. Et donc, ça m'a pris du temps à réussir à vraiment, je dirais, à ouvrir un peu mon esprit, si tu veux. À décrocher de Voilà, l'esprit compétition. à décrocher, je dirais, ouais, de l'attachement, tu vois, de l'attachement par exemple, donc j'en ai fait un petit film et donc mon rapport avec la caméra, au début, je dirais, les 2 premières semaines, j'avais un côté plus, il faut que je dise quelque chose de bien, tu vois, faut que je fasse ça bien, quoi. Et tu vois, pour que le film soit intéressant. Et à la moitié, je m'en fous, quoi. Tu vois, j'ai juste envie de parler et de parler à la caméra et de dire ce que je pense. Et c'est une sorte d'amis, quoi, une sorte de relation qui se forme. Et en fait, j'avais plus le côté euh, extérieur et en fait, là, je crois que la performance, il y a quelque chose qui est très extérieur au final, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas vraiment pour soi. En fait, on fait ça pour les autres. Enfin, et donc moi j'ai eu cette réalisation en fait que bah si j'avais envie de faire des choses pour moi, bah qu'est-ce qui m'intéresse et c'était plus la performance, c'était plus de faire les sommets, c'était d'être là dans le moment, d'être vraiment le plus présent possible et d'avoir cette expérience qui est tellement plus riche en fait quand on commence à regarder autour de soi et à voir que les sentiers, les rivières où elles vont, voir la variance de météo, de tout ça. Enfin, il y a tout ce rythme de la nature que, en fait, la compète et cet esprit m'enlevait en fait quasiment l'opportunité, si tu veux, d'avoir cette expérience plus vaste. Donc, c'est ça qui m'est venu, tu vois, à la moitié du truc, où j'étais tellement, si tu veux, faible au fond du trou physiquement, que j'étais là, wow, je suis explosé physiquement, il pleuvait tous les jours, et donc ça m'a usé. Et en fait, je suis arrivé au fond, quoi. Et quand tu arrives au fond, bah, t'as une vulnérabilité qui est honnête, enfin, avec moi-même, quoi, où j'ai plus besoin de me cacher, je peux vraiment me confronter, si tu veux, à ma personne sans avoir de façade. Et c'est ça où tu te rends compte que les chiffres, machin et tout ça, oui, ça peut avoir une importance, mais pour moi, c'était pas ce qui définissait la raison pour laquelle j'étais là. Et donc, ça m'a permis d'avoir une sorte je dirais, de nouvelle énergie, d'énergie, ouais, renouvelée. Je suis ressorti de là avec, à la fin de ce trip. Bon, j'ai eu quand même un petit coup de dépression pendant quasi 6 mois. Je pense que Ah c'était ouais. le retour, ouais, le retour, tu vois, d'un état, je dirais, un peu d'extase, tu vois, de simplicité, où
tu lèves, tu manges, tu vas en haut d'un sommet, tu es en pleine nature, enfin, tu es animal, quoi. Ouais. Et c'est des sentiments, enfin, des feelings primaires qui est vraiment, je sais pas, c'est Tu reviens à la fort. base, je pense, dans des aventures comme ça. Tu reviens complètement à la base de la vie de nos ancêtres qui est de tu te lèves. Tu sais, je veux dire, je me rappelle à un moment donné, j'étais dans un parc et je voyais des écureuils. Une histoire bête, tu sais. Mais Ouais. l'écureuil, tu te rends compte qu'il passe sa journée à chercher de la nourriture. Il est aux besoins Mhm. primaires, puis je trouvais ça donc drôle que son seul but dans la vie, c'est de se nourrir. Puis à un moment donné, Mhm. dans une course, j'ai eu ce flashback-là où je me suis dit, ben là, on parle d'une course organisée, mais tu sais, quand même, quand tu as des longues portions sans ravito et tout, Mhm. ben, tu reviens un peu à cette base-là que dans la vie, on n'a C'est pas besoin de se ça. casser la tête pour manger, pour dormir, pour avoir chaud, pour avoir froid. Je veux dire, si j'ai froid à ce moment, je monte le thermostat. Si j'ai faim, je m'en vais dans la cuisine, j'ouvre le C'est frigidaire. Dans une c'est ça. course, puis encore plus dans une aventure, je suppose, qui a duré une Mhm. trentaine de jours, tu reviens complètement à la base de la nature humaine, c'est-à-dire nourrir, dormir, puis se déplacer. Tu sais. Ouais, non, carrément, c'est carrément ça, hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expériences, surtout sur des courses longues, ultra, où les gens ont des expériences similaires. Ils arrivent à 80, 90 miles dans la course et ils ont fait un effort qui est colossal. Hmm. Et ça, c'est une expérience qu'on a en commun. Peu importe d'arriver premier ou dernier, t'as cet effort qui est produit. Il y a des moments ouais, qui sont honnêtes avec soi-même, quoi. Où on est là, bah, t'es dans le dur et t'as nulle part où te cacher, quoi. On touche à quelque chose que très peu d'êtres humains touchent. Tu sais, dans notre société, tu sais, je veux dire, aux États-Unis, au Canada, en Amérique, la plupart des gens peuvent pas toucher à ça autrement que de se lancer dans une aventure comme ça, puis d'être au fond du Mm. baril complètement. Oui, c'est difficile pendant, puis je suis sûr que tu as eu des énormes downs pendant ton 30 jours dans les 14ers, mais ça demeure que tu es allé au fond du baril, puis on touche à quelque chose que très peu d'êtres humains se rendent, puis là, on le fait de notre propre volonté. C'est ce qui est encore pire dans tout ça. On se lance dans ces aventures-là, puis on s'auto-met dans cette situation-là, mais il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans de se dire j'ai tout donné, puis j'étais à mes dernières piles, j'étais à mes dernières réserves. Non, non, carrément. Enfin, pour moi, c'est pas le côté souffrance qui est intéressant, mais c'est le côté, je dirais, parce que ça, on n'a pas envie de souffrir au final, mais il y a un côté qui est important enfin, dans la difficulté, dans l'effort. Il y a quelque chose qui ressort qu'on trouve pas en restant assis sur le canapé. Ah. Donc, Hmm. c'est possible, bien sûr, d'avoir je dirais, enfin, forcément, la méditation, mais la méditation, c'est aussi, il y a un côté qui est dur, même si, enfin, il y a un côté où il y a une discipline, faut méditer pour, ouais, donc faut réussir à, je dirais, utiliser un peu cet effort euh, pour grandir, quoi, et quand on a des objectifs au début, pour moi, donc c'était des objectifs de course. Ça me permet c'est des paliers. C'est un peu des paliers et la première fois que tu cours 1 mile ou t'as une expérience. Et la première fois que j'ai fait la descente de Mont-Tremblant, quoi. Voilà, c'était pas la distance, c'était juste le feeling. Et donc ça, je pense que on recherche un petit peu ce sentiment. Euh, on l'a tous d'une manière ou d'une autre. Après, non, enfin, je veux pas parler pour tout le monde, bien sûr, parce que tout le monde a des expériences différentes et des raisons différentes pour courir. Mais enfin, c'est ça qui est génial avec, c'est que on en fait un petit peu ce qu'on veut. Et c'est ça qui m'a un peu frappé, je dirais, dans ce voyage, de revenir et de dire que bah ouais, il y avait cette expérience très primaire, très fondamentale que j'ai eue pendant un mois. Euh, et en fait, j'ai eu du mal à accepter tout je sais pas, tout le business, quoi, le buzz tu vois, de la vie de tous les jours, les emails, ouais, le record, le machin, tu vois, et tout. Et c'était tellement contrasté avec l'expérience que j'avais eue que, bah,
je me sentais un peu comme si c'était mon histoire qui était personnelle, qui avait été changée, quoi, tu vois. Et c'est ça qui m'a un peu, pas dérangé, c'était un peu trop fort, mais qui m'a un peu mis en dépression, tu vois, pendant 6 mois. Et en fait, quand j'ai tourné la page, c'était que je me suis rendu compte que bah on essaye tous de faire, tu vois, au mieux, quoi. On essaye tous de vivre notre vie et d'avoir nos petites expériences et de s'aimer les uns les autres. Et enfin, tu vois, de faire notre petit bout de chemin. Et puis voilà, quoi. C'est mon histoire. Bon, t'en fais ce que tu veux au final, quoi. C'est plus, enfin, en fait, il faut que j'arrive à enfin, les choses que j'ai appris pendant ce voyage, si je les vis pas après, bah, je peux pas tout le temps être, enfin, dans les bois, enfin, tu vois, à vivre en harmonie comme ça, mais je peux, en fait, utiliser ce que j'ai appris pour apporter ça dans la dynamique de ma vie de tous les jours et trouver, donc, par exemple, plus de curiosité sur, tu vois, le jardin, sur là où vient la nourriture, là où vient l'eau. Et donc, t'es une sorte de conscience écologique qui est très locale, tu vois. Ouais. Et c'est ça que ça permet, en fait, je pense, ces moments-là en nature, c'est d'être vraiment dans le moment, dans le flow. Et en fait, tu te rends compte que bah, tu peux utiliser ça dans ta vie de tous les jours. Et que j'ai pas besoin, en fait, d'aller à la montagne pour avoir cette expérience, mais que je peux emmener l'expérience et l'appliquer ici. Et j'avais pas, en fait, enfin, j'avais pas encore réussi, si tu veux, à prendre les choses que j'avais appris et à les matérialiser en fait dans ma vie de tous les jours. Et donc c'est ça qui m'a fait réaliser que bah ouais, ça va aller quoi. Ouais. Tu avais besoin de ces 6 mois-là, peut-être, comme tu dis, pour processer ce qui venait de se passer puis de l'analyser. Est-ce que c'était beaucoup dans l'analyse? Parce que je sentais dans ce que tu disais qu'il y avait une espèce de frustration, c'est fort comme mot, là. Je pense qu'il y a une irritabilité du fait que toi, tu as vécu quelque chose de super humain, de grandé, quelque chose de communion avec la nature. Puis ce que les médias respiennent, les médias spécialisés entre elles ou peu importe, ou ce qui ressort de ça, c'est beaucoup les chiffres, le FKT que tu as établi, le nombre Mhm, de mètres, le nombre de sommets, c'est beaucoup des chiffres, puis on bombarde mhm. de ça. Puis là, tu reviens d'une trentaine de jours avec toi-même, loin des ordinateurs, loin des écrans, puis C'est ça. tu as l'impression, je suppose que, je le disais tantôt, tu as une approche très artistique. Si tu l'incompréhension de l'artiste incompris qui revient de son périple puis que personne ne comprend ce qu'il vient de vivre. Ouais, c'est un peu ça, et de dire que bah et en fait tu te rends compte que bah ce que je viens de vivre, bah c'est pas si important que ça. Tu vois, enfin, il faut pas se prendre au sérieux. Hmm. Et je pense que quand tu as une expérience qui est hyper profonde et qui est très unique et personnelle comme ça, tu as l'impression que c'est important que tu vois et bah, que le petit email, qu'est-ce que tu t'en fous parce que Ouais. bah la vie c'est plus important que ça quoi. Et en fait c'est arrogant de penser comme ça. Et c'est parce que tu te rends compte que bah, c'est pas si important que ça si j'en ressors, si j'arrive pas si tu veux, à en sortir mon ego, quoi. Enfin, tu vois, parce que finalement, c'est un combat avec ça. C'est un Hmm. combat de, ouais, de dire non, moi j'avais une approche ouais, plus artistique, c'était beaucoup plus zen, plus profond, machin et tout ça. Et eux, ils me disent, tu vois, c'est une version un peu plus barbare, quoi. Et en fait, c'est que de l'ego, ça. C'est Ouais. n'importe quoi. C'est l'expérience, elle est ce qu'elle est. Elle est pas plus importante que l'expérience que tu vis toi. Donc, tu vois, et c'est ça que c'est toujours un équilibre parce qu'il y a toujours, enfin, ces tensions, elles sont toujours là. Hein. Euh, c'est un peu enfin, je dirais ce qui est attrayant avec la vie, quoi, parce que c'est d'arriver à gérer ces tensions, quoi. Donc Ouais. parce que tu n'arrives pas en équilibre. On n'est jamais, je pense, en équilibre. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer
la tension entre cette énergie, de l'ego, de la peur, de tout ça. Et de l'autre côté, tu as la joie, tu as toutes ces expériences d'extase en nature et d'arriver je dirais, à avoir un équilibre entre ça et comprendre les différents sentiments aussi, parce que je pense que ce qui a changé un petit peu après les 49ers, c'est que je dirais que je cherchais uniquement quasiment du plaisir, tu vois, dans la course. Et je m'étais pas rendu compte que je pouvais en fait avoir des expériences négatives et de laisser ça passer en moi un peu, tu vois, plutôt que de me battre avec, de vraiment de le sentir, quoi, et de dire ouais, là je ressens ce sentiment de peur ou qui sont moins plaisants, enfin, ou même d'avoir perdu des gens, tu vois, de la famille, des amis, j'avais pas pris le temps d'être avec ces sentiments avant, en fait. Et quand je suis parti dans ce trip, ça m'a permis de me rendre compte que c'est important pour moi d'être avec des choses qui sont inconfortables et de laisser ça un peu vivre en moi et de voir, d'essayer de comprendre plus ces sentiments-là. Je m'embarque sur sur quelque super chose intéressant d'apprendre à vivre avec ces sentiments-là, pas nécessairement les chasser. Je pense qu'on se fait apprendre rapidement dans notre vie que quand tu as un sentiment négatif, il faut absolument le chasser au plus vite. Puis des fois, il y a des situations plus permanentes ou sans être permanentes qui sont plus de longue durée. Puis il faut apprendre à vivre avec ces émotions-là. Puis tu peux pas juste te coucher en boule puis pleurer dans un coin. Tu sais que, comme tu dis, si tu es en train de vivre un truc hyper intense, autant dans une vie personnelle que dans une aventure comme ça où tu es loin, puis c'est sûr qu'il y a des gros ups et des gros downs, mais quand tu es dans ce creux-là, il faut apprendre à vivre avec ça. Puis si je ramène ça à l'ultra, je parle beaucoup avec des athlètes qui ont vécu toutes sortes d'aventures, toutes sortes de creux, toutes sortes de murs. Puis dans un ultra, quand tu es dans le creux, il n'y a pas de bouton qu'on peut appuyer puis qu'on redevient positif et heureux. C'est ça. Il faut apprendre à vivre dans ce creux-là. Puis dans un marathon, c'est plus court peut-être le fameux mur du 30 quelques kilomètres. Quand c'est un ultra, tu as fait le Tour des Géants, je suppose que sur 360 km, il y a quelques moments où c'est un creux, puis il faut apprendre à vivre avec ce sentiment négatif-là, puis les pensées négatives, puis le fait que ton corps t'envoie des signaux de « Qu'est-ce que tu fais? Va te coucher. » Carrément. C'est ça qui est, pour moi, c'est le cœur de l'intérêt de l'ultra, quoi. C'est vraiment parce que tu développes ces techniques mentales, parce que et c'est là que c'est intéressant de revenir au côté performance, parce que finalement, c'est par le biais de la course et par le biais de la performance que d'un coup, je me retrouve à 200 bornes dans le Tour des Géants, avec les pieds explosés, en train de vomir sur le bord du sentier, et de me dire bon, putain, c'est dur quand même, quoi. Et de là, et d'essayer d'utiliser ces techniques mentales. De puiser dans l'expérience, de faire parce que c'est arbitraire. On est là parce qu'on a choisi d'être là, tu vois. Et je me dis ça souvent, c'est que c'est un privilège d'être là, tu vois. Et donc, je vais pas être là en train de me plaindre que j'ai mal aux pieds et que c'est dur. Et je vais plutôt me dire, mais en fait, c'est quoi la difficulté, quoi. Et je vais avoir une pensée peut-être. En fait, tu changes ta perspective. Parce que, par exemple, la prochaine bosse, elle fait 3000 mètres et tu sais que ça va te prendre dans le torse, ça va te prendre 4-5 heures, quoi. Parce que t'avances pas, quoi. Ouais. Et donc, t'es avec toi-même pendant toute la montée. Et donc, si t'es bien dans ta tête, et je veux dire, pour moi, je dis pas que j'ai toujours été bien dans ma tête, hein, loin de là. Mais en fait, je me rends compte que les moments où je suis bien, j'arrive à avoir une expérience avec la difficulté qui est changée, je vois plus la montée comme étant un challenge. La montée, elle est juste là, quoi. Je monte et au bout d'un certain moment, je serai en haut, quoi. Ouais. Et si mes jambes vont un peu mieux et que je peux courir, super. Et si je peux pas, je peux pas. Et si je dois m'arrêter pour vomir un coup, je le fais. Et ça semble très basique, en fait. Mais en fait, quand
quand je me rends compte que c'est ce qui est dans ma tête qui va être l'obstacle le plus difficile à affronter, parce que si j'ai des bonnes pensées, même dans la difficulté, finalement, ça devient moins difficile. Et puis, je monte, et puis au bout d'un certain moment, j'arrive en haut, et puis hop, je commence ma descente, et voilà, quoi. Je veux dire, c'est assez simple, finalement. On se dit, ouais, mais non, mais c'est pas si simple, parce que quand t'es dedans, tu vois, quand t'as vraiment, mais au final, c'est simple. On se complique nous-mêmes. On se le complique nous-mêmes. Ouais. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est cette bataille, en fait, avec soi-même. Ouais, d'être de plus en plus attentif à de la manière dans laquelle on réagit, même si on n'arrive pas à le contrôler. Parce que t'as plein je dirais, de sentiments qui sont trop forts pour avoir, en fait, cet équilibre mental. Tu vois, et ça, c'est là que t'arrives pas ou quand il y a un décès ou quelque chose comme ça, où il y a la tristesse, et c'est pour ça que pour moi, c'est intéressant d'avoir des expériences où je peux être avec ça sans sans avoir je dirais de pensée de répression, tu vois, d'être libre avec ses pensées. Pas le laisser prendre le dessus. C'est ça. Comme tu dis, il faut apprendre à jazzer, à danser avec ces pensées négatives-là, à ces moments négatifs. On peut pas comme on disait tantôt, on peut pas peser sur un bouton puis c'est fini, mais il ne faut pas les laisser prendre le dessus. Puis combien de coureurs, tu parles d'une histoire de course, puis ils ont laissé ces pensées négatives-là, les convaincre qu'ils étaient blessés, puis qui ont DNF, puis qui abandonnent le truc. Puis le lendemain matin, ils se réveillent, puis aucune douleur, puis tout était beau, puis ils ont laissé le mental prendre le dessus, puis le mental, c'est fort, hein, c'est tout ce qui prime quand tu es seul avec toi-même dans la montagne, puis faut pas que tu le laisses prendre le dessus, parce que c'est là que tu perds les pédales, puis que tu décides, j'abandonne, puis je lance la serviette. Hein. Non, c'est ça, hein, et il y a plein de fois où le mental est fort, mais dans le mauvais sens, quoi, où vraiment tu arrives à t'es très, très convaincant envers toi-même, quoi. De dire non, mais mes pieds me font vraiment, vraiment mal, quoi. Et donc, je peux plus. Et il y a d'autres fois où j'aurais peut-être pu avoir plus de raisons, tu vois, d'être un petit peu. Par exemple, j'ai fait le Thor avec. J'ai abandonné le Thor. C'était quoi? C'était en 2017 peut-être, parce que j'avais une bronchite et j'ai commencé la course, en fait, avec la bronchite, mais vraiment vraiment pas bien, quoi. Et j'étais je suis venu jusqu'en Italie pour faire ça, j'ai chopé cette bronchite dans l'avion, je sais pas, et donc je commence la course malade, et ça s'est empiré, et puis au final je me suis quand même posé des questions après, tu vois, de me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai même commencé cette course, quoi. C'est con, tu vois. J'ai pas, je pense que c'est pas quelque chose qui m'a apporté beaucoup, si tu veux, le côté physique, c'était plus un détriment, mais au niveau mental, je dirais que la leçon, c'était me dire, si tu te sens pas bien, c'est malade, commence pas, quoi. Ça s'améliorera pas, là. Si c'est en dessous, en fait, de la gorge, c'est pas la peine, quoi. Il n'y a aucune chance qu'après 100 kilos, le corps fasse « Hey, soudainement, j'ai réglé cette bronchite-là, puis ça va bien. » Les chances sont très, très minces que ça arrive. Ouais. C'est intéressant, toute cette approche mentale-là. Puis je pense que les meilleurs feedbacks que je reçois quand j'ai des épisodes, quand j'ai des invités qu'on parle de mindset et tout, c'est justement sur cette portion-là. Parce que la portion physique, c'est dur pour un athlète mid-pack, par exemple, ou quelqu'un qui complète une course serrée dans les cut-offs, de partager une expérience quand on entend un athlète élite raconter une course qui s'est passée à merveille et tout. Par contre, quand on tombe dans du concret de force mentale, de trouver des outils pour désamorcer les pensées négatives, c'est là que n'importe qui, puis peu importe le sport, on parle de course à pied parce que c'est
le créneau de mon podcast, mais ça demeure que c'est n'importe quel sport, point. Quand tu es capable de jouer dans cette game mentale-là, puis d'apprendre à désamorcer des choses, je pense que c'est la clé de bien des succès, peu importe ce qu'est le succès pour n'importe quel athlète. Ouais, carrément. Et puis ça, ce qui est super aussi, c'est que ça a une influence physique. Parce que si tu es plus fort au mental, je dirais qu'il y a une, t'as un effort de se comprendre mieux et d'analyser les choses. Donc, tu écoutes plus ton corps, peut-être. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas que des bénéfices qui sont mentaux, mais aussi physiques. Parce que au niveau de l'entraînement, de tout ça, c'est tout cet esprit, tu vois, no pain, no gain. C'est hyper étroit comme manière de penser. Ça marche pour les athlètes qui sont très doués, qui ont sur les 100 athlètes qui vont faire ça, t'en as 2-3 qui vont y arriver. Mais pour être vraiment dans le long terme, tu vois, sur une pratique, que ce soit professionnelle ou amateur, hein, c'est la même chose. Si tu as des aspirations à faire ça dans le long terme, tellement de bénéfices de se pencher sur le côté mental, parce que ça va informer ce qu'on va faire au niveau physique, et ça va permettre d'être OK, je vais me régler plus sur un challenge qui est pas forcément safe, mais qui est un palier qui est juste bien pour moi. Et plus on analyse, enfin, pas forcément que de l'analyse, mais parce que je parle beaucoup de ressenti aussi, de sentiments, tout ça, mais c'est les deux vont ensemble, en fait. C'est plus on passe de temps je dirais, à penser à sa pratique, mais de manière ouverte, et de voir comment toutes les choses, en fait, s'emboîtent ensemble. Que si on a une journée qui est hyper stressante au boulot et qu'on revient et qu'on avait une sortie de prévue, mais tu vois, dur avec du fractionné ou un truc comme ça, bah, on va amener tout le stress du boulot, de la journée, la fatigue et tout. On va aller faire le fractionné. Et puis, en fait, on renforce, en fait, encore plus de stress. Donc, il y a moins d'apport physique parce que on se fatigue plus. Après, ça va peut-être engendrer des blessures. Enfin, tu vois. Donc, il y a tout cet effet, en fait. Plus on arrive à se dire, OK, si j'ai moins de stress au travail ou si j'ai du stress au travail, je le prends en considération dans mon entraînement. Ça, c'est un côté mental qu'on applique ensuite à sa pratique physique. Donc ça, c'est ce que je trouve intéressant dans l'approche, tu vois, de l'entraînement ou de l'approche de tous les jours, où tu vois, le côté mental va influer sur notre pratique physique. Oui, exactement. C'est relié l'un sur l'autre, c'est certain. Puis même des fois, ça a l'effet contraire aussi quand tu as une journée plus stressante ou que tu vis des moments plus difficiles. La course va avoir un aspect quasiment apaisante à ça parce que tu fais ce que tu aimes. Tu sors, il y a des endorphines qui sont générées. Il y a ce moment-là, si tu fais de la course dans la vie, c'est que tu aimes ça courir. Tu aimes le fait de te pousser puis de partir longtemps puis de sentir ces émotions-là, sentir les jambes qui forcent et tout. Mais des fois, ça a cet effet aussi de venir apaiser les émotions ou mettre dans un meilleur mood. Moi, je le sais que quand je suis face à un conflit, que ce soit pour le travail ou pas un conflit, mais juste un défi puis quelque chose que je ne réussis pas à me faire une tête sur le sujet, ben pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est exactement ça qui est arrivé. Je travaillais, puis j'aime ça aller courir le midi, puis tu sais, tu essaies de trouver la bonne manière d'aborder un problème ou de trouver une solution, puis tu es comme dans le néant parce que tu es devant ton ordi dans une salle fermée, tu n'es pas au grand air. Je suis sorti courir 45 minutes, easy run, pas de fractionner, pas d'intervalle, juste mettre un pied devant l'autre puis respirer l'air froid qui rentre dans les poumons, puis tout s'est réglé. J'ai écouté un balado, puis je peux même pas te dire qui était au balado parce que dans ma tête, elle a juste spiné puis réglé le truc. Puis je suis revenu ici, puis j'ai vomi ça sur un document Word, j'ai tout réglé dans ma tête, puis la solution était trouvée. Ça a cet effet-là aussi qui est le fun. Ça fait pas toujours ça, mais des fois, ça permet de mettre les idées en place. Hein. Ah ouais, carrément. La vie est en mouvement. Hein. Donc, je pense quand on va courir, c'est une manière de se synchroniser un peu avec ce mouvement. Et donc, quand tu reviens, il y a l'énergie qui est relâchée un peu.
Ouais. Et il y a une sorte de relâchement de la tension. Et non, moi, c'est ça, en fait, c'est des expériences comme ça où tu te dis, mais c'est pour ça que j'ai envie de courir, tu vois. Et c'est pas forcément pour, j'ai pas envie d'être misérable, quoi, et de me dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai envie d'avoir une relation qui est bonne, qui est constructive, qui a envie que j'ai envie de faire pour longtemps, parce que j'aime la pratique pour tout ce qu'elle apporte. Tu vois, il y a ce que tu décris, il y a aussi, c'est aussi d'avoir un objectif et de s'entraîner et puis de se sentir bien, tu vois, il y a quelque chose de super plaisant dans ça. Enfin, tu vois, c'est au-delà de l'ego, hein, Ouais. et au-delà de la performance. C'est juste bien de se sentir bien, quoi. Ouais. Et la course, elle apporte ça. Et donc, c'est ça que j'essaye de me rappeler, tu vois, même je vis toujours de la course à pied. Et donc, je fais, tu vois, mais j'essaye de me reconnecter, si tu veux, avec les raisons pour lesquelles je suis venu dans ce sport au début. Et je me rends compte qu'en fait, beaucoup de gens ont des, des, euh, des expériences similaires, quoi. Enfin, ils sont venus à la course. 99% des gens qui pratiquent, ils sont pas en train de faire essayer de faire des podiums. Tu vois, ils courent pour toutes les raisons qui existent. Et donc, tu te rends compte que, moi, je me rends compte que je suis un coureur comme tout le monde. Et pas que je pensais que j'étais pas un coureur comme tout le monde avant, hein, mais je veux dire, c'est plus que maintenant, j'ai envie, si tu veux, de courir pour des raisons personnelles, enfin, pour Ouais. des raisons ou authentiques et pas qui sont pas fabriquées, qu'on me dit pas, il faut que tu ailles faire ça parce que c'est ça la course. Et je dis, ben non, la course, c'est ce que t'en fais, quoi. Et donc, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'être plus, tu vois, en, enfin, de représenter ça, si tu veux, de manière un peu plus authentique. Pas que c'était pas authentique avant, mais qu'il y avait, euh, il y a certaines, la confiance vient un petit peu avec l'expérience aussi. Ouais. Tu vois, au fil des années, de se rendre compte que il y a comme je disais, les paliers, c'est que il y a 10 ans, à cette période de ma vie, mon expérience était bien différente et donc c'était ce qui, je dirais, nécessaire à l'époque. Donc, j'essaye de continuer à évoluer dans la pratique pour que ça reste enrichissant et que ça reste passionnant et que ça reste quand même un plaisir et que c'est une chose qui apporte quelque chose à notre vie plutôt que qui nous fait sentir, tu vois, j'ai plein de contraintes. Il y a le gars qui a battu mon KOM Ouais. sur Strava et ça m'a stressé. Et donc, tu vois, je m'en fous, Ouais. quoi. Je trouve ça beau qu'à travers toutes ces années-là, tu sais, tu fais partie des rares qui peuvent se pointer sur une ligne de départ puis espérer le podium dans les plus grands événements de course à pied au monde. Puis 10 ans plus tard, tu es à un point où quand tu mets tes espadrilles le matin, que tu lasses tes chaussures, le seul but, c'est de retrouver cet esprit de liberté-là puis de revenir aux sources puis de juste être comme tous les autres coureurs, c'est-à-dire en profiter pour être dans la nature, puis respirer de l'air, puis Mhm, faire pomper le cœur, puis mettre un pied devant l'autre, point. Tu sais, je trouve ça beau, cette espèce de cycle-là que tu sembles avoir, puis mhm. de revenir complètement à la source des choses. Puis c'est drôle, tu me fais une passe à paillettes, comme on dit ici, mais tu parlais d'il y a 10 ans et tout, puis je m'en voudrais en fait de t'avoir, de jaser, de prendre une bière, puis pas de parler, parce que j'ai l'impression que malgré ton jeune âge, tu as vécu plusieurs évolutions de la course de trail. J'ai l'impression qu'il y a une douzaine d'années, tu es arrivé, tu faisais partie de ce mouvement-là, je pense, qui est venu un peu changer l'ordre établi quand on parle de. Je veux dire, il y a toi, il y a Anton, il y a Kyle Skaggs, il y a Ricky Gates, vous êtes arrivé, puis avec une Mhm. approche complètement puriste et minimaliste du sport, un peu plus nomade puis retour aux sources qui clashait avec ce qui se faisait à l'époque en trail. Et là, maintenant, 10 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on est encore ailleurs. Puis
je me dis, on est là ensemble, j'ai un pionnier du trail américain devant moi. Comment tu vois ce changement-là qui s'est fait, d'une part, au tournant des années 2010, quand Anton et toi, vous êtes arrivés, puis vous avez un peu changé l'ordre établi. Tu sais, c'est un peu romantique comme image, mais tu sais, on a vraiment l'image des gars aux cheveux longs qui courent pas de t-shirt avec une gourde prise dans les shorts, puis vous dormez dans votre pick-up au bas des trails, puis vous pointez à des lignes de départ, puis vous fracassez des records du parcours et tout ça. Il y a cette image-là qui est venue casser avec l'époque du trail où c'était des vieux puristes avec les équipements et tout. Vous êtes arrivé minimalisme au max. Et là, 10 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on a complètement changé, puis tu as été témoin de ces évolutions-là. Comment tu le vois, ce moment-là? Est-ce que vous avez choqué quand vous êtes arrivé dans début 2010? Quand on regarde Unbreakable, des documentaires comme ça, on voit vraiment le clash qui se passe entre l'époque pré votre arrivée et la suite. Ouais, je dirais que, honnêtement, c'était pas, il n'y avait pas d'intention. C'était l'âge, tu vois, moi j'avais 23, 24 ans et donc j'étais assez jeune, donc tu vois, je pouvais vivre dans mon camion. J'avais envie de vivre dans mon camion. Je voulais être près de la montagne et aux US, les espaces sont grands, donc les villes sont assez loin. C'est pas comme en Europe où c'est plus, tu vois, le petit village comme Chamonix ou quelque chose comme ça. Il y a forcément ça, mais tu dois quand même te déplacer en voiture. Et donc, il y avait un peu ce côté pratique, quoi, de dire, si je vais aller courir demain à 5 heures pour faire une grande sortie en montagne, j'ai envie il faut que je sois là, quoi. Donc, je vis dans mon camion, on n'avait pas d'argent, enfin, tu vois, c'était un peu et donc, c'était le style de vie qui était naturel, enfin, c'est ce qu'on faisait, quoi. Et donc, il n'y avait pas, je pense, dans notre tête vraiment d'intention derrière, c'est aussi le moment, je dirais, il y avait des blogs à l'époque, tu vois, donc enfin, c'est intéressant parce que les médias, les réseaux sociaux ont vraiment, enfin, tout changé, quoi. Et quand tu parles de vraiment de changement de culture maintenant, ça en fait grandement partie, quoi. C'est vraiment à l'époque, vu qu'il y avait que vraiment des blogs au niveau réseaux sociaux, t'avais pas de distraction. Enfin, t'avais pas autre chose à faire. T'avais pas de, tu vois, on pensait pas je dirais, au côté professionnel du truc. Il y avait pas de, faut que je prenne une photo pour la mettre, machin. C'était beaucoup plus, je sais pas, on faisait l'activité qu'on aimait de la manière dont on aimait, tu vois. Et donc le côté minimaliste, après, pour moi, enfin, c'est un symbole, si tu veux, de la course. Quand je pense à l'image que j'ai, c'est Habibi Bikila, tu vois, pieds nus, qui gagne le marathon de Rome. Pour moi, c'est ça le coureur de longue distance, tu vois. Et donc, quand tu transposes ça dans un environnement de montagne, t'as pas envie d'amener beaucoup d'autres choses, quoi. Donc, il y a une esthétique qui est liée un peu à un côté, je dirais, pur, primaire, tu vois, d'être un peu sans rien en montagne et d'être toi avec l'environnement, quoi. Donc ça, c'était c'était pas la culture de l'époque, mais c'était notre petit environnement, il était comme ça. Et donc, il y avait en parallèle de ça la professionnalisation du trail avec, tu vois, un peu le changement de garde avec Marco Olmo, tu vois, qui gagne l'UTMB et l'année d'après, il avait quel âge? 58 ans, je crois. Ouais, un je truc voyais comme un ça. documentaire, c'est drôle que tu en parles il n'y a pas longtemps, qui disait à quel point le changement, puis là, on parlait plus du trail européen, mais que c'est vraiment là qu'il y a eu la passation entre la vieille garde et la nouvelle garde. C'est Marco Olmo qui gagne l'UTMB 2 ans consécutifs à 57 et 58 ans. Puis tu vois le bonhomme, je veux dire, c'est un grand gaillard, il y a tout l'équipement et tout, la casquette avec le protège-cou pour la chaleur. Puis l'année suivante, tu as Kylian qui remporte 2 années consécutives dans des temps complètement ridicules en termes de vitesse.
Ouais. Encore là, une approche plutôt minimaliste du sport, tu sais, de Avec pas rien. avoir Ouais, la grosse avec rien. veste puis les bouteilles. Tu sais, à l'époque, l'UTMB, tu pouvais quasiment le faire avec pas d'équipement. Puis il y avait vraiment ce changement de Faut, garde-là qui est arrivé au même moment du changement de garde peut-être américain. Hein. Ouais, carrément. Et bah, je dirais, Olmo, il était quand même, il avait le petit sac, il était assez minimaliste. Ouais. Il a un bon style, Marco. Ouais. Je trouvais qu'il avait un bon style avec sa petite gourde et il avait la toute petite ficelle, tu sais, pour l'attacher et tout ça. Et ses petits shorts et tout, c'était cool, quoi. Et puis il avait ses chaussures de route aussi. Ouais. Donc il y avait un style mais c'est vrai que tu vois au niveau de l'ultra, c'était associé à la maturité. Il fallait avoir de l'expérience parce que justement, ce on parlait avant, quand tu es dans le dur, si tu es jeune, tu sais pas trop ce que tu fais, machin et tout. Et c'est là Kylian a vraiment à casser Smith. Tu vois, être si jeune et gagner l'UTMB de manière, si dominante et aussi tu vois, il avait le camelback scotché au torse, avec les petits bas de femme pour les collants. Enfin, c'était cool, quoi. C'était vraiment OK. Là, on est entré dans une nouvelle ère. Et puis après, ouais, il y avait forcément la fameuse course de 2010 aux US, de Unbreakable, là, tu vois, où, t'avais vraiment, pas que la course qui se passait, parce que tu avais des courses avant, mais tu avais aussi les médias, tu avais aussi le sport qui était en explosion, tu vois, et donc tu avais la culture, d'un coup, elle était visible. Donc tu avais une nouvelle ère qui arrivait, mais il y avait aussi des nouvelles opportunités pour faire des films, pour faire que le sport devienne plus global et que tu vois, parce que moi j'ai grandi avec le début de quand j'ai commencé dans l'ultra, je disais ultra fondu en France, tu vois, et donc j'avais pas vraiment d'idée à part ce qu'ultra fondu écrivait, les articles qu'ils écrivaient sur les US, c'était vraiment c'était un peu tout ce qu'il y avait, quoi. Il y avait des sites internet forcément, mais pas de la manière dont on a maintenant. Donc toute cette évolution, elle s'est passée euh, au moment où les réseaux sociaux ont commencé à vraiment. Donc tu as le côté société qui est en train de se passer dans le partage, dans la manière dont on échange les informations, et tu as le petit sport niche d'ultra running qui est là, en train de faire son petit bout de chemin et qui est en train de dire on peut maintenant être dans la course si tu veux. Avec il y a quelque chose qui est excitant avec ça. C'est un sport c'est un spectacle, tu vois. Et donc là, tu as une esthétique qui est liée à ça et tu as une côté performance qui est aussi c'est une sorte de démonstration, quoi, tu vois, de culture qui se forme et tout ça. Et donc, ouais, c'était assez unique, d'être à cette petite période, tu vois, au moment ouais, vraiment, je dirais que l'ultra avant ça, c'était plus analogue. Et là, d'un coup, c'est passé dans le monde plus digital. Et, euh, et donc, moi, si tu veux, j'ai une petite nostalgie, quoi, Ouais. pour ça. Et c'est pour ça, quand je parle de revenir aux sources, c'est ça, quoi. J'ai appris récemment que le mot nostalgie, ça veut dire longing for home, tu vois. Mm. Donc S'ennuyer de la maison. ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est d'avoir ce sentiment que ton chez toi te manque, tu vois. Mhm. Et donc ce côté nostalgique, c'est un petit peu, c'est ça, c'est le retour aux sources de ce sentiment qui a été commercialisé, tu vois. L'image, l'idée, tout ça. Après, c'est une sorte de mythe qui se crée, tu vois, de choses qui sont pas forcément pas vraies, mais tu vois, elles sont basées sur des vraies émotions, des vraies choses qui sont. Mais après, c'est commercialisé, ça devient van life et tout ça, tu Ouais. vois.
et il y a plein de gens qui font ça de manière très pure pour les bonnes raisons, toujours aujourd'hui, tout ça. Mais tu peux aussi, je dirais, tu peux acheter la panoplie, quoi. Ouais. Et donc maintenant, et ça, on n'avait pas vraiment il n'y avait pas de panoplie à acheter, en fait, à l'époque. T'inventes ce que tu veux faire. Donc le style, c'était plus, et tu vois, maintenant, c'est devenu, bah, tu veux être de tel ou tel sponsor avec tel ou tel, tu vois, équipement. Et donc, tu as ces identités, en fait. Et si tu es un coureur qui commence maintenant, bah, tu peux aller acheter ce style, quoi. Tu vois, tu peux aller te mettre dans la catégorie que tu veux. Et tandis qu'à l'époque, bah, c'était plus juste bah, la manière dont on vivait, quoi. La Et manière la plus efficiente, la plus efficace. Et j'aime ce que tu dis, le van voilà. life. À l'époque, vous faisiez du van life avant que ça s'appelait du van life. Comme bien des gens ont dormi dans leur voiture parce que c'était ce qui était le plus efficace de se dire on va aller courir demain matin dans la montagne. Pourquoi faire de la route le matin quand on peut dormir au pied de la montagne? Point. Maintenant, ça devient une espèce de mouvement qui est suivi, puis les gens investissent des sommes dans leur voiture pour en faire des petites maisons à travers des vannes. Fait que, ça a vraiment un changement de cap que ces choses-là, comme tu dis, sont devenues. C'est comme si c'est un peu intense de dire la société capitaliste, mais c'est comme si la publicité avait emporté ces choses-là, des choses qui se faisaient déjà, que ce soit courir dans les montagnes ou dormir dans sa voiture, puis ils en ont fait des biens matériels, des choses auxquelles les gens aspirent. Non, c'est ça. Hein. Après, il y a plein de gens qui, par ce biais-là, vont découvrir la nature, tu vois. Et ça, pour moi, c'est génial. Donc, et j'ai pas envie de juger, tu vois, les motivations de chacun. Et chacun fait son bout de chemin comme il le sent. Mais c'est vrai que quand on regarde l'évolution du sport et enfin de l'ultra, par ce biais-là, tu vois, ces constructions, tu vois, un peu de mythes, de culture, il y a forcément un côté qui est un peu dénaturé, qui est un peu commercial et qui est pas forcément qui a pas forcément le cœur, quoi, dans le principe. Donc après il y a, je pense, plus d'opportunités aujourd'hui pour créer une diversité de culture plutôt que d'essayer d'être homogène. L'ultra, c'est beaucoup de choses différentes pour tout le monde. Et je pense que c'est génial qu'en fait, il y a toutes ces opportunités, que ce soit les World Tours, les séries, tout ça. Ça, c'est une opportunité qui est vraiment cool, qui permet de développer l'activité, le sport dans ce domaine-là. Et il y a plein de gens qui vont y trouver ce qu'ils cherchent dans la course. Après, ça n'a pas besoin d'être que ça. Et c'est là que justement qu'on est à je pense une époque qui est intéressante, c'est que il y a la possibilité, si tu veux, de développer ces différents angles et de trouver un peu la culture au sein de cette plus grande culture parapluie tu vois, de l'ultra, son petit coin où on s'identifie, qu'on se sent bien et qu'on trouve parce que c'est pas une compétition, quoi. C'est juste de trouver ces gens, quoi, et de se sentir bien dans sa pratique et d'avoir toutes ces opportunités de développement de sport, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Ouais, puis chacun trouve son compte aussi parce que si, comme tu dis, des athlètes ou juste des gens qui veulent, tu sais, je veux dire, l'Ultra Trail World Tour, c'est une super belle vitrine de se dire, hey, il y a des courses ailleurs. Tu sais, nous, au Québec, on a une course d'Ultra Trail World Tour. Tu te mets à t'intéresser, c'est quoi? Tu regardes des vidéos, tu te rends compte, hey, il y a telle course à l'île de Madère, il y a telle course, puis ça peut amener à autre chose. Tu sais, il y a l'UTMB en France, mais l'autre fois, j'entendais un balado, je ne me rappelle pas de qui, je pense que c'était François Den qui racontait. Il y a 3000 courses de trail en France aujourd'hui. L'UTMB peut être une porte d'entrée pour quelqu'un de se rendre compte, hey, il y a une culture de trail en France, regardons ce que c'est. Après ça, tu peux faire la loterie pendant 10 ans sans être pigé. Tu peux aussi t'inscrire à des courses plus petites ou plus modestes, mais qui ont tout cet esprit trail puis
qui se passe dans exactement le même terrain de jeu. Puis c'est pareil aux US. J'étais allé faire une course au Nevada l'an passé. Puis je veux dire, la directrice de course trace la ligne en peinture dans les cailloux avant de partir. Puis j'ai terminé 4e, pas parce que je suis élite, parce qu'on était 12 en course. Il y a cet esprit trail qui est vraiment cool aussi. Fait que je pense que chacun y trouve son compte, mais même, moi, je trouve ça beau de voir. Puis plus je regarde le sport, plus je découvre le sport, plus j'ai un attachement sans y être jamais allé pour la Hard Rock. Il y a quelque chose de spécial qui semble se passer à Silverton, au Colorado, parce qu'il semble avoir préservé ce petit esprit trail. Parle-moi un peu de la Hard Rock. Tu y es allé 5 fois comme coureur, puis combien de fois comme pacer, crew et tout ça, bénévole? Ouais, ça fait la Hard Rock, ça fait depuis 2011 que j'y vais tous les ans. Donc ça fait 10 ans que et j'étais en fait j'ai fait un programme d'échange à Fort Lewis qui est l'université ici à Durango quand moi je suis allé à l'université à La Rochelle et donc j'avais fait le programme d'échange ici. Donc j'étais allé dans les San Juan Mountains à Silverton quand j'avais 20 ans, Okay. tu vois, avant même d'être dans la course. Donc, la Hard Rock, elle remonte jusque-là. Pour moi, un peu l'expérience, je dirais, de l'endroit. Et c'est vraiment un endroit spécial. Et la raison, je pense, au niveau du paysage, c'est que c'est des volcans. Donc, en fait, c'est des anciens cratères très, très vieux de 28 millions d'années qui sont tout, maintenant, tu peux pas reconnaître en fait, tu vois, d'un point de vue satellite, mais si tu regardes un peu, tu vois toujours les coulées de lave, tu vois toute cette formation en fait de chaînes des San Juan Mountains. Et donc avec les volcans, t'as aussi t'as beaucoup de végétation. C'est assez humide en été avec beaucoup de pluie, des orages. Donc il y a tout un côté assez dramatique, tu vois, tous les paysages sont très escarpés, très marqués. Enfin, c'est vraiment un côté wilderness qui est assez unique. Et pour moi, la première fois que je suis venu là, c'était wow. Enfin, ça m'a vraiment. Quand je suis venu à Durango pour l'échange universitaire, j'étais là, mais dans mes rêves. Ce serait de vivre ici, quoi. Tu vois, vraiment l'endroit rêvé. Et je pensais jamais en fait que j'allais revenir, tu vois, à cet endroit. Mais et donc si tu veux, quand j'ai voulu faire la Hard Rock, donc la première fois que j'ai été pris, parce que à l'époque la loterie elle était elle était moins compliquée et il y avait beaucoup moins de monde qui mettaient leur nom. Et donc moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait la Bighorn 100 dans le Wyoming l'été d'avant, en 2010, et c'était ma course qualificative pour la Hard Rock. Et j'ai été pris donc la première fois avec tu vois un billet quoi. Et donc pour te dire que les temps ont quand même bien changé. Maintenant c'est beaucoup plus difficile. Après c'était quand même dur hein, mais j'ai eu un gros coup de chance sur le premier tirage. Et ouais, donc moi c'était, il y avait deux choses qui étaient vraiment la raison pour laquelle je voulais faire la Hard Rock. La première, c'était l'endroit et la course et enfin tout ce qui était le mythe, tu vois, de cette course. Et l'autre, c'était Kyle Skaggs, tu vois, c'était sa performance dans un style que j'appréciais, tu vois, avec le short, le bidon. Et c'est parti, quoi. Et c'était d'une classe phénoménale et vraiment une course qui m'a marqué dans son esthétique, quoi. Enfin, c'était vraiment cool. Donc, moi, quand je suis parti à l'Hard Rock pour la première fois, c'était le bidon hein, et le short et t'y vas, quoi. Et avec un kawaii dans la poche, des gels. Et puis voilà quoi. Et donc c'était mais c'était aussi assez dur parce que c'était mon troisième 100 miles et j'étais pas vraiment préparé à l'altitude et j'ai aussi pas eu le temps de vraiment faire de recos sur le parcours, donc je suis un peu perdu sur 2-3 endroits
Et donc j'ai pris plus de temps, donc ça m'a plus fatigué. Donc après j'ai eu du petit souci d'estomac. Enfin, tu vois, il y avait toutes ces petites choses qui sont enchaînées. Et c'était une super première expérience, d'ailleurs, que j'ai fait avec les 30 derniers miles avec Dylan Bowman, qui lui, il avait fait un seul 100 miles avant ça. Et donc, on venait juste de se rencontrer quelques jours avant. Donc, tu vois, c'était ça, des petites, le sport qui rapproche. Et il m'avait envoyé un mail, il m'a dit, j'ai vu que tu étais pris à la Hard Rock. T'as besoin d'un pacer? J'ai fait, ouais, j'ai besoin d'un pacer. Et il me fait, bon, bah, j'habite à Aspen, si tu veux venir quand tu viens de Boulder, en chemin, tu passes me prendre et puis on descend dans les San Juans ensemble. Et donc, c'est ça, c'était cool. C'était assez une super première expérience, mais au niveau de la course, au niveau physique, c'était hyper dur. Et donc, j'ai fini, je sais plus en quel temps, et je crois que j'étais 5 ou 6e, un truc comme ça. Et donc, je me suis dit, l'année d'après, donc ce qui était 2012, là, j'étais là, bon, je me mets au plan d'entraînement Kyle Skaggs, moine dans la montagne, tu vois, tu cours 2 heures par jour au minimum, focus total, tu reviens, t'es prêt, t'y vas, quoi. Et donc, c'était cette année-là, 2012, où j'ai fait la course avec Dakota et Al Corner qui a gagné cette année-là. Et donc, c'était une course, c'était ma première, je dirais, vraiment course où j'étais vraiment dedans, de course de 100 miles, où j'étais vraiment, donc au 70e mile, j'étais à 52 minutes de Hal et à 27 minutes de Dakota. Et je me sentais pas très bien parce que j'ai un petit coup de mou en passant Andy's Peak et le Fortiner sur le parcours. Et donc, j'ai un peu coup de mou et eux, ils se sentaient mieux. Donc, ils m'ont mis pas mal de temps sur cette partie-là. Et là, tu as Mike Wolf qui était mon pacer et il me chope à Sherman, donc à 100, 120, 130 km. Et là, d'un coup, ça revient, quoi. Je commence à me sentir mieux. Et donc, les 50 derniers kilomètres, en fait, bah, je les ai faits, mais vraiment à fond. Et je courais, enfin, après, je marchais quand même en montée. Il y avait la fatigue de la course et tout, forcément. Mais au niveau du ressenti, j'étais là, mais j'avais toutes les sensations étaient là, enfin, et j'étais à bloc. Et c'est la première fois que j'avais ressenti à cette distance, tu vois, le côté vraiment course. Donc, tu vois, donc j'ai passé Dakota avant le dernier ravito et je suis arrivé à la fin de la course à 16 minutes de Hal. T'as repris un écart gigantesque. Donc, j'étais là et si j'avais 3-4 miles de plus, ça aurait été peut-être bon, mais c'était cool parce que c'était vraiment c'est des bons potes et on a fait la course à fond et on s'est tous arrachés et puis on a fait de notre mieux et donc c'était vraiment dans le bon esprit et ouais, c'était une super expérience. Donc ça, c'était 2012 et ensuite 2013 j'ai mon ami Seb Chéniaud qui est venu faire la course. En fait, on a fait un road trip de chez moi, donc dans le nord du Colorado, jusque dans le sud dans les San Juans où est la Hard Rock. Et en route, bah, je lui ai montré un peu tout, quoi. Et donc, on a campé dans le truck et on a fait une semaine, mais de fou furieux. Et donc, on est arrivé tous les deux à la Hard Rock complètement cuits. Et on a eu un 10 jours, mais spectaculaire et c'était trop, trop, trop bien. On a eu un super temps ensemble. Et on est arrivé, d'ailleurs, on a fait le parcours de la Hard Rock en 3 jours, mais Seb, il a qu'une vitesse, hein, et c'est à fond, quoi. Donc on s'est un peu tiré dedans. On a vraiment, enfin, on a trop fait et on est arrivé cuit le jour de la course.
Donc, on a tous les deux abandonné en 2013. Moi, je me suis déchiré le quadriceps. Ouais, 4 cm, déchirure horizontale du quadriceps. Pendant la course? Ouais, pendant la course, ouais. À 20 miles. Donc, tu vois à quel point je t'ai cuit, quoi. Donc, donc ouais, parce qu'on a fait ça, on n'avait qu'une semaine, en fait, de récup entre ces 10 jours de balade un peu furieuse. Et donc ça, c'était déchirure au quadriceps. 2015, je crois que c'est l'année où… Oh, je sais plus. Brian, je confonds. J'ai fait le pacer de Brian Powell de Ironfar sur les 50 derniers kilomètres de Telluride à la fin en 2015. Ça, c'était génial. Toute expérience complètement différente d'être pacer parce que c'est plus ta course. Donc, c'est à l'autre personne de dire tu vois, ce qu'il te faut, comment tu vas à son rythme. Et l'hard rock, c'est une éthique, tu vois, au niveau du pacer qui est différente de, par exemple, de Leadville, où là, tu as le droit d'avoir un pacer qui t'aide. Il porte tes affaires, il peut porter ton ravitaillement, enfin, comme tu peux faire ce que tu veux. Et tandis qu'à la hard rock, c'est vraiment un accompagnateur. C'est pas quelqu'un qui est là pour te donner quoi que ce soit. Même, c'est un peu, enfin, à l'origine, c'était pour la sécurité en montagne, d'avoir quelqu'un que quand tu es super fatigué, qui t'accompagne pendant ta course. Donc, l'esprit est toujours assez présent, je dirais, et enfin, la plupart du temps, c'est respecté. Mais c'est une expérience qui est enrichissante aussi, qui est différente parce que tu vis un peu toi, t'es frais. Moi, je le récupère à 2 heures du matin à Telluride et il pleut. Mais moi, je suis frais, je suis bien, tu vois, j'ai rien fait. Et là, je pars et lui, tu vois, tu rentres un peu dans son univers à un moment qui est assez, 120, 130 kilomètres de course. C'est souvent des moments c'est pas toujours difficile. Parfois, c'est là où tu te sens bien, mais si c'est le dernier tiers qui te reste, c'est là où que ça se passe ou ça se passe pas, hein, souvent. C'est Donc, typiquement le deuxième tiers. Moi, je le sais que sur des courses, peu importe la distance, tu y vas en fractions. Puis je trouve que quand tu termines le 2 tiers, c'est le plus démoralisant parce que tu as fait énorme. Tu sais, t'es cassé parce que tu viens de faire, par exemple, sur un 100 mètres, tu as au-dessus de 100 km de fait. Mais il en reste encore vraiment beaucoup devant toi. C'est ça. Non, et donc c'est un moment assez particulier de la course. Et là, lui, il allait plutôt bien, mais la montée qui sort de Telluride, c'est du costaud. Et c'était une année où il y avait beaucoup de neige, donc on voyait rien quasiment. Enfin, il y avait plein de différentes petites traces qui partaient dans la neige un peu partout. Les balises, elles avaient soit fondu et tombé dans la neige, soit les animaux les avaient. Donc, en fait, tu voyais pas trop les balises et fallait faire un petit peu au feeling. Il y a pas mal de gens qui sont perdus. C'était l'année où Kilian, c'était, je crois, la 2e année pour Kilian et c'était un peu perdu aussi où il avait le GPS, je sais plus, mais bref, c'était assez intéressant, tu vois, d'essayer de naviguer avec Brian à ce moment de la course et de voir ça d'un point de vue extérieur, tu vois, où j'avais plus l'habitude d'être dans le moment, quoi. Mais ça, je pense, c'est un truc qui est assez unique avec notre sport, c'est que bien que maintenant, j'utilise plus de pacer, j'apprécie le côté, tu vois, partage d'une expérience avec un ami, avec quelqu'un. Enfin, c'est assez cool. Donc, je fais plus pacer moi. Donc, je vais faire ça fait 10 ans que Dylan et moi on a fait cet hard rock.
Et cette année, il a été pris. Ouais. Donc, je retourne faire son pacer cet été, Ah, c'est vrai, c'est cool ça. 10 ans plus tard, quoi. C'est cool, là, ce retour du balancier-là 10 ans plus tard, après qu'il t'aille pacer, là, c'est toi qui vas aller lui rendre l'appareil. C'est ça. Ouais, non, c'est cool. Enfin, c'est assez. C'est pour ça que j'y pense d'ailleurs, parce que j'ai parlé avec lui il y a peut-être 2 semaines et on a pas mal parlé de cette course en 2011 et de l'état un peu du sport à l'époque et aussi de notre évolution personnelle, parce que moi, c'était mon 3e 100 miles, lui, c'était son second. Enfin, pas à le faire, mais je veux dire, il n'avait fait 1500 miles avant. Donc, au niveau expérience de pacer, il n'avait pas cette confiance de dire, moi, je l'ai emmené sur hors sentier à un moment, faire un pass en plus, parce que j'étais convaincu, j'étais un peu en hallucination qu'il fallait qu'on aille par là et que lui il me dise non, mais je crois que c'est tout droit et tout. Mais vu que il n'avait pas cette expérience et qu'on se connaissait pas très bien d'ailleurs, tu vois, on venait juste de se rencontrer. Il n'allait pas me dire non, mais t'es fou. Enfin, je pense que la course, elle reste sur le sentier et elle part pas Donc on a des petites anecdotes comme ça qui sont assez marrantes et donc ça va être cool 10 ans plus tard de retourner la faveur et puis de voir, parce que je pense que lui, il peut bien tourner. Hein. Ouais. C'est un bon le Dylan, hein. Et Oui. il va se concentrer dessus et donc ça va être cool d'être un peu dans le mix. On espère que ça va avoir lieu cette année, parce que là, Hard Rock, ça fait 2 ans que c'est annulé. Une première année à cause de la neige, deuxième année à cause de la COVID. Mais je ne sais pas qui est confirmé pour cette année, mais je sais que l'année passée, quand il parlait de l'édition avec Dylan, avec François, avec Xavier Thévenard aussi, qui était supposé venir prendre sa revanche, je pense que ça va être une grosse édition. Mais je pense de plus en plus, la Hard Rock, c'est très compétitif. Je veux dire, tu le fais contre Kilian. Kilian l'a gagné 4 ans en ligne. Puis je veux dire, il y a une photo, je faisais quelques recherches avant qu'on se parle, puis je checkais, puis il y a une photo iconique où tu as Kilian qui c'était quoi? Il s'était disloqué une épaule en tombant. Il a son bras pris dans sa veste, puis vous courez ensemble parce que à ce moment-là, je pense que tu lui tenais tête. Là. Ouais, ça c'était une course c'était en 2017, donc c'était la dernière fois que j'ai fait l'Hard Rock et ça venait l'année d'après, après le Tour des 49ers. Donc, si tu veux, moi, j'étais libéré mentalement. J'étais content d'être en montagne. J'étais content d'être là, à l'Hard Rock. J'avais envie de la faire. Tu vois, j'avais passé l'été à courir pas forcément dans les San mais dans des montagnes similaires. Et donc, quand je suis arrivé à la course, j'étais juste dans un super bon état d'esprit. Et donc, ça, souvent, ça se traduit par une performance qui est t'arrives un peu plus à maximiser ta performance et je me suis pas posé de questions et j'ai couru. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fini plus vite en 2012, mais j'ai fini une place de moins. Donc, j'ai fini 2e en 2012, 3e en 2017, parce que Mike Foot était aussi, c'était vraiment la course entre Kilian, Mike et moi à la sortie d'Ouray. Donc c'est la photo avec Kilian avec le bras dans le sac et moi je lui ai dit en bas, parce que je suis parti avant lui du ravito, puis il m'a rattrapé. Je lui ai dit vas-y, si tu veux courir. Moi, je me fixe, tu vois, je suis à mon rythme, je suis bien. Je montais un peu plus doucement en marche, mais je suis toujours en marche rapide, tu vois, pour monter. Mais je voulais pas mettre plus d'efforts, tu vois, à courir. Donc, j'ai essayé de vraiment gérer mon effort parce que j'ai plus de facilité en descente. Et donc, sur la descente, je me laisse aller. Et je récupère en fait du temps sans mettre plus d'efforts. Donc moi, ma stratégie, si tu veux, de course, c'était tu marches en montée, tu prends ça cool. C'est un moment pour, tu vois, un peu changer l'état d'esprit, parce que la descente, c'est un peu plus concentré pour pas tomber, tout ça. Et t'as pas forcément plus d'efforts, mais bon, c'est quand même engagé. Et la montée, si tu veux, pour moi, c'était le moment où je récupérais un peu. Donc, Kilian me rattrape et je dis, écoute, vas-y. Et lui, tu sais,
il aime courir avec quelqu'un. Enfin, il est tellement supérieur athlétiquement que bah y a pas photo, tu vois. Je veux dire, c'est sur une course comme ça. Bon, c'est vrai qu'avec son bras dans l'étel et il y avait une possibilité pour moi parce que lui, il avait plus de difficultés à descendre. Où il fallait qu'il soit plus prudent avec son bras pour pas se reblesser. Mais après, il y a ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on on est sortis d'Ouré ensemble et on a discuté de sa double ascension de l'Everest et d'autres choses. Et puis on est monté assez tranquille. Et je me suis arrêté pour mettre mon manteau, parce qu'il faisait un peu froid. Et là, tu as Mike qui nous a rattrapés, qui est parti avec Kilian devant, qui donc fait la traversée de Kroger's Canteen, la fameuse ravito à 13 000 pieds. C'est le ravito où il faut boire un shooter, c'est ça? Un petit coup de Sombra Mezcal. Et donc, eux, ils sont passés devant. Moi, je me suis senti un peu moins bien sur la fin de la montée, mais je suis resté sur mon principe, tu vois, de gérer la montée, je mets pas trop d'efforts. Et sans vraiment essayer, je les ai rejoints, en fait, au ravitaillement de Telluride en bas. Donc, on est partis, en fait, tous ensemble. Et là, on est à 130, 140 km de course. Et je me dis, bon, j'ai fait une course sage jusqu'à maintenant. Si je veux gagner la course, il faut que je mette un coup de pression. Et donc, je suis parti et sorti de ce ravito et j'ai commencé à accélérer. Kilian est venu avec moi. Mike est resté sagement derrière. Et aux 2 tiers de la montée, j'ai eu un coup de moins bien et je me suis rendu compte qu'en fait que c'était trop tôt. Au moment, j'ai pas de regrets si tu veux, mais j'avais géré ma course et mon énergie de manière super constante jusque-là. Et c'est ce qui en fait m'avait permis, si tu veux, de me mettre dans cette position, d'arriver assez frais, entre guillemets, tu vois, à ce moment de la course, sans avoir vraiment eu de coup de mou du tout. Je me suis senti bien quasiment tout le long. Et là, j'accélère un petit peu, tu vois. C'était pas. Je suis sûr que si tu avais un GPS, un truc comme ça, c'était pas vraiment distinct, tu vois, l'accélération. Mais pour moi, je l'ai ressenti. C'était, tu vois, 1 ou 2 minutes de moins en haut de la montée, hein, une différence comme ça. Mais ça se joue pas à grand chose, tu vois, et forcément, bah, à ce moment-là de la course, bah, j'étais assez sur cette. Il fallait pas que je passe la bascule au niveau de l'effort, et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis dans le rouge un petit peu, donc j'ai dû un peu relâcher. Mike est repassé devant. Non, si, Mike est repassé devant et en fait a pris la tête de la course. Et donc je suis arrivé dans la descente à Chapman, donc à 80 en même temps que Kilian. Et pas en même temps que lui, mais on était dans le ravitaillement ensemble. Et lui, il est parti, mais comme ça, du ravitaillement, il a mis un coup d'accélération à la sortie du ravitaillement. Et moi, j'ai vraiment, en fait, j'ai ressenti le coup de fatigue de l'effort précédent. Je l'ai ressenti, bah, je me suis dit, j'ai pas abandonné, si tu veux, dans ma tête l'idée de les poursuivre, mais je me suis rendu compte que bah c'était, j'avais plus l'énergie pour le faire, quoi. C'était trop tôt pour sortir de ta zone de confort. C'est ça. Et donc bah après, je suis arrivé au dernier l'avant-dernier ravitaillement. Kylian avait un quart d'heure, Mike avait 7 minutes. Et je me suis dit, bon, j'étais pas résolu. Enfin, je me suis dit, le gars qui est en 4e est à 2 heures derrière, ou un truc comme ça. Donc, j'ai pu, et je le savais, tu vois, tu le sens dans les jambes. J'étais là, je l'ai cramé un peu trop tôt, quoi. Donc
Donc après, c'était la dernière montée, la dernière descente est assez dure parce que là, j'ai commencé à ressentir un peu toutes les douleurs parce que ouais, j'étais plus dans le tempo quoi. Donc j'ai accusé le coup sur la fin mais bon, super course quand même, tu vois, une super expérience. Moi, j'ai vraiment et puis tu vois, chapeau parce que Mike il court, il est discret comme coureur mais il est très intelligent dans la manière dont il exécute ses courses. Il court tout à un rythme très régulier. C'est un peu comme un Antoine Guillon, tu vois, où il a une très bonne exécution. Et moi, jusque-là, j'avais réussi à bien gérer. Je me suis laissé un peu emporter et puis ça m'a coûté. Donc et puis bon, bah Kylian, c'est Kylian, même avec le bras dans le sac. Ça fait partie de la légende. Ouais. Donc non, chapeau. Hein. C'était cool. C'était une bonne expérience. Ah, c'est cool. On va surveiller ça cette année. Dylan Bowman qui sera à Hard Rock avec Joe comme pacer. C'est un pacer de luxe quand même parce que tu as fait la course plusieurs fois, tu connais l'endroit. Lui l'a fait aussi comme pacer. Fait que ça sera surveillé de ce côté-là. Je pense que Dylan pourrait causer je dirais pas causer la surprise parce que s'il y a une bonne performance, il n'y a personne qui va être surpris. C'est un coureur extrêmement talentueux. Mais il y a du costaud en face, hein, quand même. Hein. Le grand François, là. Le grand François et Xavier. Et il y a aussi Jeff Browning. Et donc, il y a quand même du costaud. Et côté féminin aussi, il y a Courtney qui fait son début. Donc, Sabrina va être là, Sabrina Stanley. Et Sabrina. Donc, je crois que ça va être... et elle, va falloir faire gaffe aussi, je pense, pour les places de podium. Hein. Ça avance bien. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment un beau plateau. Hein. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tous ces coureurs-là sont solides. Tu vois, ils ont rarement, côté masculin et féminin, ils ont rarement des grosses défaillances. Bon, ça arrive, hein, mais dans l'ensemble, quand ils s'alignent, c'est sérieux, ils savent ce qu'ils font, et puis ils ont tous beaucoup de talent, donc ça va être intéressant. Ça va être le fun à suivre à distance. Toujours une course qui est drôle à suivre parce que ceux qui sont habitués de suivre l'UTMB, c'est les vélos de montagne avec des caméras, puis tu le suis quasiment comme un sport professionnel. Ben, tu sais, comme un Tour de F1 ou le Tour de France, la Hard Rock, ça se suit sur Twitter, puis tu vois les splits puis les ravitaux, puis c'est drôle à suivre comme course, mais c'est intéressant parce que justement, ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt quand je t'ai parlé de la Hard Rock, c'est cet esprit très puriste, l'esprit de communauté trail qui est très fort. C'est une petite course qui est super prestigieuse, qui a un haut plateau de coureurs à chaque année, mais qui garde son feel très sa saveur, puriste. Ouais. Ouais, et puis après, tu sais, ce qui est cool, c'est que ce que tu dis, ça me fait rire parce que on est là avec une course, tu vois, il y a 150 coureurs et on est en train de suivre les petits tweets et c'est quand même, c'est quand même assez drôle, tu vois, et tu te rends compte que la course, elle est quasiment ralentie en vrai parce que ils avancent très vite, mais en même temps, c'est pas si vite que ça. Ça prend quasiment une journée, tu vois, à finir ou plus, tu vois. Et donc c'est quand même un sport qui est quand même particulier et bien marrant. Et ça me rappelle qu'il faut pas le prendre, tu vois, trop au sérieux non plus, tu vois. C'est parce que j'avais cet été, j'ai eu une expérience qui était assez marrante j'étais avec des vétérans de la hard rock. Et on faisait une sortie ensemble de nuit de Kroger's Canteen jusqu'à Silverton. Et donc entre tous le petit groupe avec qui j'étais, on a eu 37 finish à la Hard Rock ensemble, tu vois. Wow. Mais il n'y avait pas de balise parce que voilà, on était dans la pandémie et il y avait pas de course et donc ce qui était marrant, c'est qu'on est quand même arrivé à 2 ou 3 petites intersections où on était là, mais c'est juste par là ou c'est juste par là et j'étais là, non mais je suis sûr que je me rappelle que j'étais par là, puis il y en a un autre qui dit ouais, moi, quand je faisais la course, tu vois, il y a 20 ans. Et donc, c'était hyper marrant parce qu'on avait toute cette expérience de course et on s'est quand même paumé. Donc, il y a quand même ce côté sauvage qui reste à la hard rock.
qui est assez unique. Enfin, c'est l'endroit, c'est le terrain, c'est dur la difficulté d'accès. Elle rentre un peu dans tout le charme et la culture de la course parce que tu peux pas avoir plein de gens, tu vois, sur les. Après, ça évolue quand même comme toutes les courses. Hein. Les ravitaillements sont un peu plus. Il y a plus de monde maintenant, c'est un peu plus pro, mais il y a beaucoup d'endroits pendant la course où tu es quasiment tout seul, Ouais. ou avec, enfin voilà, tu as un petit bout de balise et puis tu as un élan et des biches et des cerfs. Enfin, c'est quand même assez grandiose de ce côté-là. C'est le fun de se retrouver seul ou très profond dans la nature dans une course aussi. Tu sais, je pense qu'il y a toutes sortes de courses, il y a toutes sortes d'événements, mais je fais le parallèle un peu avec une course qu'on a au Québec, qui est celle que je disais qui est dans l'Ultra Trail World Tour, l'Ultra Trail Arikana à Québec, dans Charlevoix. Ouais. Puis c'est hyper profond, hyper sauvage. Puis je l'ai fait cette année. Puis tu as des portions que tu es hyper reculé, il n'y a pas de signal cellulaire, il n'y a pas d'accès. Ouais. Les ravitaux sont à 20 km l'un de l'autre, pas parce qu'ils veulent nous rendre la vie difficile, parce que c'est tout simplement impossible Tu de peux placer pas, un quoi. ravito Ouais. à 20 km. Puis il y a C'est quelque chose ça, de le fun là-dedans, que même si c'est dans une course organisée, même si c'est un dossard d'accroché à toi, tu te sens en aventure parce que tu es profondément dans le bois. Là. Ouais, et ça fait la course, quoi. C'est le côté, si tu veux, route de l'hard rock qui reste. Il y a une grande partie de ça qui fait que tu peux pas avoir puis même les permis, tu vois, pour les forestiers, tout ça, ils ont des limites au niveau des capacités de la course. Silverton, c'est une ville qui est quand même très particulière, qui a, tu vois, des routes en terre. Enfin, c'est le Far West. T'as le vieux train au charbon qui vient avec les touristes. Enfin, c'est vraiment le côté un peu cliché Far West américain. Et il y a le côté aussi en hiver. Tu vois, il peut tellement neiger que en fait, les gens de Silverton sont obligés de rester à Silverton. Donc, les gens qui vivent là-bas toute l'année, c'est des vrais montagnards qui savent, vivre, si tu veux, un peu enfin, t'es pas loin de tout, mais t'es quand même loin de tout, quoi. T'es un peu au fin fond des montagnes. Et donc, ça, c'est unique à l'endroit. Et ça aurait été très différent si la Hard Rock, elle avait été à Telluride ou si elle avait été à Ouray. Telluride, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus, tu vois, ville. Tom Cruise, il a une maison à Telluride. Ouais, enfin, okay. Tu vois, c'est ce style-là. Et il y a beaucoup de charme aussi. Hein. La ville est cool. Moi, j'aime bien Telluride, mais c'est plus la station de ski, ça coûte hyper cher. Enfin, c'est plus comme ça. Et à Silverton, si tu veux, la station de ski, c'est une remontée mécanique et c'est que du terrain expert. Voilà. Donc, c'est le style. Donc, t'y vas, t'as une remontée mécanique et c'est vraiment du ski extrême. Enfin, comparé à ce que tu ferais normalement dans une station. Donc tout ce côté, tu vois, local, culturel, influe sur la course. Et donc, c'est des passionnés de l'endroit, de la montagne. C'est tous les organisateurs, ils connaissent le parcours au millimètre. Et c'est quasiment trop, tu vois, parfois, où tout le monde a tellement d'opinions sur machin, sur tous les détails, tu vois. Mais en même temps, c'est ce qui en fait le charme aussi, c'est que tout le monde a l'envie d'avoir ce petit bout de culture. Et puis, c'est vraiment une course qui est particulière pour ça. Et puis, ça aussi, qui est aussi vraiment, comme tu dis, même si le plateau est petit, comparé à un UTMB ou quelque chose comme ça, c'est quand même très relevé et le parcours est similaire, je dirais, à l'UTMB dans le sens où c'est roulant, mais c'est moins roulant que l'UTMB,
mais c'est pas technique. C'est ça que je veux dire. C'est pas une course. C'est l'altitude, c'est des grandes montées, mais c'est ça vraiment je dirais les difficultés, quoi. C'est le côté sauvage, altitude et des longues montées, des longues descentes. Après, moi, avec l'expérience du Thor, le Thor, c'est triple XL à côté, hein. Ouais. C'est vraiment, enfin, je dirais, à part l'altitude, qui est plus dur à l'hard rock, le Thor, c'est beaucoup plus difficile que le hard rock. Et non seulement au niveau de la distance, mais même au niveau des sentiers. C'est des sentiers, les sentiers d'Aoste, c'est des sentiers vraiment. Ouais, il y a plein de pierriers. C'est ancien, quoi. Tu le sens que c'est tes vieux sentiers pédestres qui ont été là pendant des années et des années, enfin des siècles et des siècles. Et donc c'est intéressant de comparer un petit peu les expériences comme ça. Et je croyais que les descentes étaient longues à hard rock. Tu prends 20 km de descente à Thor. Et alors, c'est autre chose, quoi. Donc c'est cool. Ah, c'est ce qui est beau de ton parcours aussi, c'est que tu as voyagé beaucoup avec la course, puis tu as fait des courses un peu partout dans le monde, donc tu as pu vivre ces expériences-là, puis que les sentiers de l'Europe puis les sentiers alpins, c'est pas les mêmes que les sentiers des Rocheuses. Et écoute, tu es le bienvenu à venir tester les sentiers du Québec. Tu as commencé ça avec le Mont Tremblant, mais on a bien des sentiers, puis écoute, si t'es de passage dans le coin, tu me feras signe, puis on se fera un épisode en vrai, en face à face avec une bière. Ça me ferait bien plaisir, ouais. Ce serait mais d'ailleurs l'Ultra Hurricane, j'ai été en contact avec les organisateurs quelques années de suite, et en fait on n'a jamais pu vraiment se caler, mais c'est une course qui m'a toujours intéressé, qui avait l'air vraiment cool. Puis c'est un endroit qui est magique, hein. Je savais pas que tu avais été approché pour Arikana. J'avais reçu, en fait, au tout début, quand j'ai lancé le balado, c'était dans la foulée d'Arikana. Fait que c'était la seule course qu'on a eue au Québec dans la pandémie. C'est la seule qui a réussi à se placer dans une fenêtre où la pandémie était vraiment plus. La propagation de la COVID à ce moment-là était plus basse. Fait que c'était la seule course qu'on a pu faire cette année. Fait que j'ai comme surfé là-dessus. J'ai reçu la directrice générale au balado. J'ai reçu plusieurs coureurs qui l'ont fait, la gagnante et d'autres coureurs et tout. Fait que ça a été. J'en ai beaucoup parlé au balado, mais c'est vraiment une belle course. On en a plein de belles, mais celle-là, c'est sûr qu'elle a une belle visibilité aussi avec l'Ultra Trail World Tour. Puis ça permet à chaque année de recevoir des athlètes internationaux qui viennent découvrir nos sentiers puis qui se rendent compte que nous, je sais que les Québécois qui s'en vont faire des courses, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, reviennent en disant c'est jamais technique comme ce qu'on a ici, mais on s'en rend compte quand les internationaux viennent puis ils se rendent compte de la technicité de nos sentiers parce que c'est pas montagneux du tout, là. Je veux dire, il n'y a pas de sommet au-dessus. Les racines et tout ça, c'est vraiment la technicité. C'est humide souvent l'été, puis la quantité de racines et de roches. On n'a pas de montée de 2000 mètres d'une traite, mais c'est beaucoup up and down, puis beaucoup de racines. Mais chacun... tu sais que en 2012, c'est l'année, c'était 2011, fin 2011 jusqu'à 2012, où j'ai habité à Vancouver, ou à Victoria. Et la petite côte derrière chez moi, sur laquelle je m'entraînais, elle faisait, c'était 700 pieds. Donc, tu vois, c'est 200 mètres, quoi. Ouais. 250 mètres. Mais j'avais 5 différents petits, tu vois, sentiers que je pouvais prendre pour faire la montée. Plein de racines, hyper raides. Et en fait, cette année-là, je me suis entraîné tout le printemps, enfin l'hiver et le printemps, sur cette petite montée, descente, et c'est l'année où j'ai été à la Hard Rock ensuite, tu vois, pour en 2012 faire la course contre Hal et Dakota. Donc, moi j'ai un souvenir que c'était ça prépare bien ça, ce style de terrain. C'est pareil en Angleterre, tu sais, ils ont le fell running et tout ça, et c'est de la course hors sentier souvent, et il y a souvent de l'herbe, mais il y a aussi il y a pas mal de caillasses, des pierriers sous l'herbe, et c'est assez intuitif. Faut être très très rapide sur ses appuis. C'est assez difficile comme terrain pour
à courir. Donc, c'est intéressant de voir comment ça traduit après sur des sentiers. Nous, la plupart des sentiers, je dirais, forestiers qu'on peut avoir dans nos courses, ça va être des sentiers plus établis, donc souvent moins techniques. C'est dans l'ensemble aux US. C'est pour ça qu'il y a une impression que les Américains, c'était plus une impression, je pense, d'il y a quelques années, au début, quoi, c'était la comparaison, c'était UTMB, Western States, ou Western States, c'est vraiment une course de course à pied, et que l'UTMB, c'était plus une course de montagne. Et il y avait cette comparaison. Et même après, bon, quand tu vois la hard rock qui est sauvage, c'est pas technique au niveau des sentiers. Par contre, les rocheuses, tout le terrain hors sentier ou qui est peut-être dans des endroits de wilderness où tu peux pas organiser des courses. Là, on a des sentiers, des terrains qui sont beaucoup plus techniques et plus similaires en fait à ce qu'on se trouve en Europe ou à ce qu'on se trouve chez toi. Donc c'est peut-être pas au niveau des racines tout ça, mais je veux dire, tu vois, donc ouais, c'était cool, je pense, d'avoir cet entraînement au niveau de la mer, mais quand même bien costaud. Ouais. Je vois le temps passer, Joe, puis je ne veux pas te retenir longtemps parce que tu as déjà été très généreux de ton temps, mais je pense qu'on aurait pu parler de l'hard rock puis faire un épisode que sur l'hard rock. Puis ce que j'aime, c'est que tu as participé à d'autres balados, tu as écrit beaucoup, fait que les gens, allez voir le site web de Joe aussi pour tout ce qui est tes écrits. C'est le fun de vivre tes expériences puis toutes tes aventures parce qu'on a parlé de ton tour de 14ers, mais tu en as fait d'autres depuis. Puis il y a des trucs vraiment intéressants dans ton parcours. Puis les gens, je vous invite. Où les gens peuvent te trouver côté web, côté médias sociaux? Ouais, donc c'est AlpineWorks. Donc mon site web, c'est alpine-works. Donc alpine-works.com. Et pareil, sur Instagram, c'est le réseau le plus, que j'utilise le plus. Et Twitter, j'ai un compte aussi, mais c'est donc plus les photos sur Instagram et puis après sur le site. Et j'ai des projets cette année qui vont venir et qui seront sur le site et sur Instagram. Donc on aura l'occasion de suivre ça. C'est ça. Et moi, avant de terminer, Joe, j'ai toujours mes 10 questions éclair NAC. Je t'explique, Joe, c'est simple, c'est 10 questions, 2 éléments, puis tu dois choisir le plus rapidement possible entre ces 2 éléments-là. Puis tu parlais plutôt des FKT, tu as quand même une bonne expérience en FKT. Moi, présentement, mon FKT, c'est Richard Turgeon en 25 secondes, le FKT masculin. Donc, c'est 25 secondes pour 10 questions, c'est quand même assez rapide. Donc, Tu me dis quand tu es prêt, je pars le chrono, puis je te pose ces 10 questions-là. Ouf, moi, tu sais comment je suis, hein? Donc, je parle. Hein? Allez, je vais peut-être avoir le temps le plus long. Allez, vas-y. Lance. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Descendre. Vélo ou escalade? Les deux. Hard rock ou Western States? Hard rock. Question NAC. Protéines de grillon ou protéines vegan? Grillon. Photo ou vidéo? Photo. Sentier roulant ou technique? Technique. Café ou thé? Café. Les Alpes ou les Rocheuses? Rocheuse. Dossard ou FKT? FKT. 31 secondes. Ah, pas mal. C'est très bon. C'est à peine 6 secondes au-dessus de FKT. Hey, merci beaucoup, Joe. C'était vraiment intéressant comme discussion. On a couvert plein de sujets, puis j'ai l'impression qu'on aurait pu faire un épisode de 10 heures juste à jaser de tes expériences et tout. Donc, j'encourage les gens à te trouver sur les médias sociaux, mais aussi à trouver ce que tu as produit comme contenu, que ce soit tes écrits, tes photos ou des balados, parce que tu es vraiment un athlète qui est inspirant. Puis je te remercie d'avoir pris le temps de venir à Pas sorti du bois. Ouais, merci beaucoup à toi. Et puis, c'était un plaisir de te parler. Et puis, en espérant te croiser au Canada quand le COVID sera là un peu plus calme. Exact. Dès que tu viens au Québec faire une course ou juste
juste découvrir nos forêts et tout, tu me fais signe, puis on se fait un balado autour d'une bière et d'un feu dans le bois. On ira courir, je te laisserai aller, puis je suivrai en arrière. Ça marche. Cool. Donc, comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis je vous dis à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.